Scientifique, le jour de la fête scientifique en octobre 2025. Ça sera un plaisir pour vous. Je vous le conseille et vous aurez donc la possibilité de discuter avec tous les chercheurs. Aujourd'hui, nous avons une conférence passionnante sur démêler le vrai du faux et vous avez surtout, je vous incite à venir voir parce que c'est un gros travail d'avoir mis ça en exergue sur justement tous les problèmes de la science actuelle. Je vous souhaite une bonne conférence. N'oubliez pas que vous pouvez, bien sûr, après la conférence, poser des questions. Et d'ores et déjà, je vous annonce que pour le 13 février, la prochaine conférence à 18h30 sera à la médiathèque de Perpignan. 18h30 sur l'indépendant avec bien sûr Gérard Bonnet. Merci et bonne conférence. Merci. Donc bonsoir. J'en profite pour souhaiter une bonne année. C'est le dernier jour où on peut le faire. À partir de demain, on sera ridicule, mais aujourd'hui, ça va encore. Donc moi, je suis enseignant-chercheur, professeur à Sorbonne Université. Donc je suis aussi, en plus d'être directeur, je suis surtout enseignant-chercheur à la base de l'Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer depuis plus de 20 ans maintenant, je compte plus, je préfère pas compter. Donc là, je vais vous parler donc du rapport entre connaissance, science, connaissance et croyance, ce qui n'est pas si évident. Alors c'est un sujet, moi, qui m'intéresse depuis longtemps. Effectivement, pendant la crise de la Covid, la crise sanitaire, c'est quelque chose finalement qui a été mis sur le devant de la scène, puisqu'on était dans une situation où on voyait la science en train de se faire, finalement, où on imagine que les scientifiques, ils changent d'avis tous les 15 jours. Moi, je discutais parfois avec des collègues pas scientifiques qui ne comprenaient pas pourquoi on disait un truc, puis 6 mois après on disait autre chose, parce que les connaissances étaient en train de se faire. Et donc il faut comprendre ça, et c'est pas du tout évident de comprendre comment ça se fait, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on considère que quelque chose relève d'une connaissance plutôt qu'autre chose, comment est-ce qu'un savoir est validé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est absolument pas connu. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait faire partie de, j'allais dire, un peu de toutes les formations, et pas seulement dans le supérieur. Parce que c'est compliqué de faire la part des choses, et surtout à notre époque où il y a plein de choses qui circulent très facilement, bien plus qu'il y a 10 ou 20 ans, sur toutes sortes de sujets, et c'est difficile d'être capable de faire un peu le tri. Donc le but de cette conférence, c'est un petit peu d'aider à ça, de donner quelques clés, au moins pour savoir comment essayer de ne pas trop se tromper quand on doit savoir quoi suivre ou pas. Et puis surtout comprendre qu'on peut se tromper très facilement sans être ignorant, sans être stupide. C'est facile de se tromper. On est quasiment des machines à se tromper. Et justement, la science, le savoir, la façon dont les scientifiques essaient de connaître un peu la vérité sur les choses, c'est de mettre en œuvre des techniques qui visent à être moins biaisés, à moins se tromper, parce que sinon ils se tromperaient comme tout le monde. Voilà, c'est un petit peu ce dont je vais parler ici. Donc, l'objet est à peine ambitieux, hein, comment démêler le vrai du faux. Alors, je peux y répondre tout de suite. On ne peut pas démêler le vrai du faux avec certitude. D'ailleurs, pour être, même philosophiquement, on peut être sûr de rien. Je ne suis pas sûr que je suis là devant vous en train de vous parler. Je ne peux absolument pas prouver que je ne suis pas sur un lit d'hôpital branché à des tuyaux en train d'halluciner tout ça. Et ça, c'est un truc bien connu. Ce n'est pas Matrix qui a inventé ce concept, hein, c'est bien connu des philosophes depuis longtemps, mais ça veut dire qu'il faut faire une espèce de pari. Le monde est réel, je peux interagir avec lui, et je prends ce risque-là. Voilà, j'ai aucun moyen d'être sûr qu'on n'ait pas tous apparu dans cette salle il y a une seconde avec des souvenirs préimplantés, et puis on a l'impression qu'on est là depuis très longtemps, mais pas du tout. Voilà, ça il faut faire ce pari-là. Et c'est vrai plus généralement pour plein de choses. On peut toujours imaginer que je ne sais pas, par exemple, la Terre est plate, elle n'est pas ronde, et en fait c'est une espèce de complot depuis des années où il y a nos sens nous trompent. Enfin voilà, on peut toujours trouver un moyen on ne peut jamais être sûr à 100% de quelque chose dans un sens ou dans l'autre. Par contre, on peut être quasiment sûr, et on peut largement se contenter de ça.
Se rendre compte qu'on ne peut être absolument sûr de rien ne doit pas devenir un prétexte pour dire que toutes les explications se valent sur n'importe quoi. C'est souvent utilisé comme prétexte. Tu ne peux pas être sûr de tel truc, donc mon hypothèse, elle vaut la tienne. Et non, par contre, on n'est peut-être pas capable d'être sûr à 100%, et on n'en a pas forcément besoin. Par contre, on est capable de placer les choses, les assertions sur différents phénomènes, sur ce qu'on peut appeler un curseur de vraisemblance, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt vrai ou quasiment certainement vrai, et le quasiment certainement, on va l'enlever, puis on va dire c'est vrai, ou se placer de l'autre côté. Puis il y a des choses sur lesquelles on n'est pas tout à fait sûr, et personne n'est tout à fait sûr. Donc ça, c'est important de comprendre ça, hein. C'est pas parce qu'on ne peut pas être sûr à 100% que ça permet de mettre toutes les explications sur le tapis. Donc il faut arriver à se placer sur ce curseur de vraisemblance entre vrai et faux. Donc il faut être capable de hiérarchiser, la véracité de certains phénomènes qui sont bien connus. Alors j'ai cité, et je le referai parce que c'est facile de dire est-ce que la Terre est ronde par exemple. Il y a des gens qui vous disent que oui, il paraît qu'il y a une certaine proportion de gens qui pensent que non, peut-être plus qu'avant. Est-ce que, en fonction de ce qu'on a comme élément, on est capable de hiérarchiser, de mettre sur un curseur de vraisemblance le fait que la Terre est ronde ou pas? Donc ça, c'est lié à la somme des informations qu'on a sur chacun de ces phénomènes. Des informations qui ont plus ou moins de poids, plus ou moins de valeur, on va en parler aussi. Et puis donc les phénomènes eux-mêmes, hein, se retrouvent à avoir une probabilité d'être plutôt vrai ou plutôt faux, ou on ne sait pas, en fonction de tout ce qu'on peut savoir et j'allais dire, des bonnes sources d'informations. Et les bonnes sources d'informations, il y a quand même des moyens de les identifier, même si ce n'est pas toujours très facile, et on peut en toute bonne foi se tromper. Donc là, ce que je vais faire ici, un tout petit exercice, je vous mets un certain nombre de phénomènes ici, et on va essayer de les mettre sur ce curseur de vraisemblance. Alors ces phénomènes, c'est l'évolution biologique, alors c'est mon domaine, hein. Moi je suis un biologiste, en particulier un biologiste de l'évolution, donc est-ce que les espèces évoluent depuis des millions d'années? L'astrologie, est-ce que l'astrologie c'est quelque chose qui vous indique votre caractère et puis qui permet de prédire l'avenir? La rotondité de la Terre, est-ce qu'elle est ronde ou pas? Les vaccins, est-ce que ça marche? En général, est-ce que les vaccins ça marche? Est-ce que les extraterrestres ça existe? Est-ce que le glyphosate c'est dangereux? Est-ce que la théorie des cordes est une théorie unificatrice de la physique? La télépathie, est-ce que ça fonctionne? La télépathie, on peut se parler entre humains ou parler à des animaux, il paraît. Voilà. Est-ce que les sourciers ont réellement un pouvoir de trouver de l'eau? Et est-ce que le réchauffement climatique est quelque chose qui est avéré? Alors on ne va pas reprendre tous ces trucs un par un, hein, sinon on va être là à 10 heures encore ce soir. Mais par exemple, alors si j'en prends au hasard, est-ce que la Terre est ronde? Est-ce que je mettais ça plutôt vrai, plutôt faux? Oui, plutôt vrai. L'évolution, est-ce que les espèces évoluent? C'est vrai. Les extraterrestres, ça existe ou pas? Vous n'êtes pas obligé de choisir vrai ou faux. Hein. On n'est pas dans, je vais en parler tout à l'heure, mais dans ce qu'on peut appeler un faux dilemme. On est obligé de... Il n'y a pas de... Voilà. Certains disent faux, disent on n'en a pas la preuve. Voilà. Est-ce que le glyphosate, c'est dangereux? Oui, on nous a suffisamment expliqué que c'était dangereux. Mes questions sont volontairement un peu floues. Est-ce que la télépathie, ça marche? Est-ce qu'on peut... Voilà, oui, ça marche. Est-ce que les sourciers sont capables de trouver de l'eau? Voilà. Et le réchauffement climatique, alors, est-ce qu'il est dû aux activités humaines? Parce que alors, la théorie des cordes, c'est une théorie... Alors, vous savez qu'en physique, il y a un peu deux grands domaines. Il y a la physique un peu macroscopique qui obéit à un certain nombre de lois, donc la physique newtonienne. Et puis, il y a toute petite échelle, il y a la physique, la mécanique quantique. Et en fait, on n'a pas de théorie... Les phénomènes sont complètement différents à une toute petite échelle. On n'a pas de théorie unificatrice des deux. Et la théorie des cordes est une tentative qui a bien une vingtaine d'années, justement, d'unifier ces deux théories. Donc là, on est dans de la physique théorique. Voilà. Il y avait un livre qui avait été écrit, je pense que ça doit être en 2000, dans les années 2000 ou un petit peu avant, qui s'appelle « L'univers élégant », qui explique cette théorie.
Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre tous ces machins sur mon curseur de vraisemblance. Alors, ce que je vous mets sur le curseur de vraisemblance, et ça va être vrai pour un peu le reste de la conférence, c'est pas mon avis. Mon avis, on s'en fiche. C'est qu'est-ce qu'on sait sur ces phénomènes. Qu'est-ce qu'on sait par rapport à des manips, des expérimentations rigoureuses qui ont été faites. Quand on peut en faire, hein, en physique théorique, tester les trous noirs, faire des manips rigoureuses, c'est compliqué. Donc il y a des domaines où on a d'autres façons de tester les choses, mais quand on peut le faire, ça a été fait. Vous comprenez que par exemple pour la télépathie ou les sourciers, c'est vachement facile de faire des manips. C'est très facile. Donc voilà ce que ça donne si je place ça sur un axe de ce qu'on sait, pas de ce que moi je dis, mais de ce qu'on sait. Alors, la Terre est ronde, voilà, nouvelle. Les vaccins, ça marche. En gros, ça marche, les vaccins. Les espèces évoluent, la Terre se réchauffe et c'est dû aux activités humaines. Hein, on est sûr à 100% de ça. Le glyphosate, alors est-ce que le glyphosate c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux pour nous? Parce que c'est ça qui a commencé à exciter tout le monde avec cette dépêche qui date de quelques années. Pour nous, c'est pas évident. Très franchement, quand on regarde les données biologiques, à une dose normale, etc., c'est pas quelque chose qui est... En tout cas, c'est beaucoup moins dangereux, d'après ce que disent les données. Hein. Moi, je suis pas botaniste. Par contre, est-ce que c'est dangereux pour l'environnement? Oui, c'est fait pour ça. Hein. Donc, mettre du glyphosate partout, sur la biodiversité, clairement, ça a un effet. Si je me mets complètement à l'autre bout, alors il se trouve que les sourciers, l'astrologie et la télépathie, c'est trois trucs vachement faciles à tester et qui ont été testés plein de fois. Donc l'astrologie, ça marche pas du tout. D'ailleurs, je pense que la plupart des horoscopes se contredisent les uns les autres. Bon, je pense que beaucoup de gens lisent ça sans se dire que ça leur prédit l'avenir, mais parce qu'ils passent un bon moment. La télépathie, c'est extrêmement facile à tester. Il y a même un système, quelqu'un qui a mis en place, il y a peut-être dans les années 20, une façon de tester ça, ça n'a jamais fonctionné. On n'arrive pas à faire mieux que le hasard, c'est assez facile à tester. Et les sourciers, ça surprend tout le monde, parce que tout le monde me dit toujours oui, ça a été aussi testé avec des tuyaux qui faisaient passer de l'eau de façon aléatoire, et puis les gars devaient les trouver. Il y a une grande expérience qui a été faite autour de ça, mais il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est connue, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, un sourcier ne fait pas mieux que le hasard. Trouver de l'eau là où il y a de l'eau partout, on y arrive régulièrement, mais c'est pas mieux que le hasard. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les données qui disent ça. La théorie des cordes, alors là je vais faire confiance aux physiciens, c'est un truc qui est controversé. Certains disent que c'est peut-être une bonne façon de voir les choses, d'autres non. Donc là on est en plein dans de la controverse scientifique, et quand je parle de controverse, je parle de controverse scientifique sur n'importe quel sujet. Dans le public, il est controversé. Est-ce que les fantômes existent? Est-ce que la Terre est plate? C'est controversé. Pour les scientifiques, les spécialistes du sujet, ça ne l'est pas. Donc pour moi, là, il n'y a pas de controverse. Là, il y en a une sur la théorie des cordes. Et les extraterrestres, alors effectivement, on n'a pas de preuves avérées de visites d'OVNI, etc., même si des gens vont vous dire le contraire. Mais ce n'est pas forcément ça, les extraterrestres. Quand vous savez le nombre de milliards de galaxies qu'il y a, avec dans chaque galaxie des milliards d'étoiles, enfin, etc., imaginez qu'il n'y ait aucune planète sur laquelle de la vie extraterrestre puisse se développer, c'est difficile à croire. On n'en aura sans doute jamais la preuve. Hein. Il y a le théorème de Fermi qui explique un petit peu ça. Mais en fait, on n'aura sans doute aucun moyen d'en être sûr. Mais les probabilités rendent un petit peu... Enfin, c'est difficile d'imaginer que ce n'est pas possible. Voilà. Mais on ne saura pas. Probablement, on ne saura pas, en tout cas pas tout de suite. Donc ça, je suis incapable de dire, et personne ne devrait être capable de dire, ou en tout cas il y a des informations que les autres n'ont pas, si c'est vrai. Enfin, on peut juste dire si c'est vrai, on ne pourra jamais dire que c'est faux. Enfin, comment? Alors la question c'est comment choisir, pourquoi moi j'ai mis tout ça sur un axe comme ça, comment je fais pour choisir, par exemple, hein, après le Covid, là c'est encore un petit peu frais, j'ai pris 2 documentaires qui étaient sortis sur le sujet, donc le fameux Hold Up, et puis un documentaire qui était passé sur Arte qui s'appelle Antivax. Moi, je vais vous dire, bon, c'est celui du dessous qui raconte quelque chose qui est beaucoup plus proche de la vérité. Mais pourquoi je dis ça? Comment moi je sais que c'est la vérité? Comment est-ce que, sur quoi je me base? Il y a des gens de toute bonne foi qui vont croire complètement ce qui est dit dans Hold Up et qui peuvent être éduqués, intelligents, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ça dont on va parler. Pourquoi est-ce qu'on doit faire confiance à l'un plus qu'à l'autre, sachant qu'on prend toujours un risque. On ne peut jamais être sûr à 100% de quelque chose. Mais ça veut dire que si vous ne prenez pas l'explication la plus sûre, vous avez plus de chances de vous tromper. Et ce n'est pas parce que c'est une explication qui vous plaît bien qu'elle est plus vraie qu'une autre.
Alors il faut, là l'idée c'est d'atteindre un petit peu ce que c'est la réalité. Alors la réalité, qu'est-ce que c'est? Alors moi j'aime bien cette définition de Philippe Cadic qui dit que la réalité c'est ce qui continue d'exister quand on cesse d'y croire. Alors, en aucun cas ici, bon, je l'ai dit sur certains sujets, moi je ne vais pas vous dire ça c'est vrai, ça c'est faux, il faut penser comme ça. Le but c'est de donner des outils, puis ensuite d'être capable de s'en servir le mieux possible pour déterminer justement ce qui est sans doute vrai et sans doute faux. Ou on ne sait pas, ça arrive. Mais il ne s'agit pas de dire aux gens quoi penser, mais comment, une façon d'essayer de justement penser à travers donc ce séminaire alors, où je vais expliquer un petit peu ce que c'est, enfin, la définition que je vais donner ici, parce qu'il y en a plusieurs à chaque fois, donc au moins il faut se mettre d'accord sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'une connaissance, qu'est-ce que c'est qu'une croyance, les niveaux de preuve, donc vous allez comprendre quand je vais en parler. Pourquoi on se trompe? On se trompe pas. Alors, on ne se trompe pas parce qu'on est stupide, même si ça doit bien aider, mais il y a des tas de bonnes raisons pour lesquelles on se trompe. Qu'est-ce que la science en fait ici? Pourquoi la science, a priori, c'est une méthode dont on imagine qu'elle se trompe moins que d'autres, même si la période est un petit peu compliquée. Les scientifiques jouissent toujours d'une espèce d'aura, voire même d'autorité. Quand un scientifique, dire c'est prouvé scientifiquement, ça fait plaisir à tout le monde, mais qu'est-ce que ça veut dire prouver scientifiquement? Moi, j'aime pas cette expression, oublie, et je le redirai. Tout ça, ça nous donnera quelques techniques pour essayer de moins se tromper, et puis à qui je dois faire confiance, qui croire. Et je terminerai en vous donnant quelques références. Alors comme l'a dit Henri Poincaré, hein, il faut douter bien sûr, la science elle est basée, la connaissance elle est basée sur le doute, c'est-à-dire pas commencer par croire un truc parce qu'on a envie de le croire. Maintenant douter de tout, c'est pas forcément très malin non plus, il y a des gens qui vont douter de tout, en général c'est pour adhérer à certains trucs précis, hein. Il n'y a personne qui est sûr de rien, donc remettre tout en doute par principe, ou douter ou tout croire, c'est deux situations finalement qui sont faciles parce que ça évite de réfléchir. Donc ce qu'il faut faire, c'est justement essayer de trouver des méthodes pour distinguer la connaissance de la croyance. Alors une croyance, la définition que je vais vous donner ici, hein, qui est une définition, puisqu'on peut dire tout est croyance. Moi je vous dis la Terre est ronde, c'est ma croyance. Voilà. Donc là je vais un peu faire la croyance peut tout englober. Et j'allais dire la connaissance est une partie de la croyance. Là, je vais un peu distinguer les deux parce que c'est plus commode pour ce dont je parle aujourd'hui. Donc la croyance, ça repose bien souvent sur un principe d'autorité, de confiance aussi. Alors la confiance, c'est très important pour savoir ce qu'on croit ou ce qu'on connaît. Je vais le redire, mais on ne peut pas tout redécouvrir nous-mêmes. Hein. Les gens qui vous disent faites vos propres recherches, c'est très tentant, ça a l'air d'être très ouvert d'esprit, mais en fait c'est absurde, on ne peut pas tout redécouvrir nous-mêmes. Donc la confiance est importante. La croyance, c'est souvent quelque chose d'individuel. Moi, je crois que... Alors bien sûr, on pense à des croyances religieuses, mais finalement, certains politiques, des fois, partis politiques fonctionnent un petit peu de la même façon, des croyances collectives, mais qui s'appuient sur un principe d'autorité. C'est comme ça parce que c'est écrit, parce que le chef l'a dit. Et ça relève de l'adhésion. Enlever une croyance, c'est compliqué. Il ne suffit pas de donner quelques données, quelques informations, puis les gens adhèrent à leurs croyances. Donc la réfuter, c'est bien compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est faux, et ça ne veut pas dire que c'est irrationnel. C'est sans doute pas une bonne façon d'atteindre la vérité, mais ça peut être vrai. Et les croyances ne sont pas toutes fausses. On peut croire des trucs sur un principe d'autorité qui sont vrais, bien sûr. La connaissance, le savoir, on en fait parfois l'équivalence. Cette fois, ce sont des assertions qui sont validées collectivement. Alors, on va un peu revenir sur ce que ça veut dire, ça. Et qu'on peut justifier, c'est-à-dire je peux dire pourquoi je crois que la Terre est ronde. Souvent, on ne peut pas dire, hein, on croit des trucs parce qu'on sait que c'est vrai, mais je ne suis pas sûr que si vous interrogez 100 personnes dans la rue, je ne suis pas sûr qu'il y en ait 10 qui peuvent vous dire clairement pourquoi on sait que la Terre est ronde. On n'a pas attendu d'aller dans l'espace pour le savoir. Mais quelque part, on fait confiance. Voilà. Mais on peut, in fine, on peut justifier, on peut chercher les éléments qui vont nous permettre de justifier ce qu'on connaît ici. Et ça évolue. La connaissance, par définition, elle évolue. On ne ferme jamais la porte, on dit, jusqu'à preuve du contraire, la Terre est ronde. Je ne pense pas que demain on ait la preuve du contraire, mais c'est
comme ça qu'on doit présenter les choses. Et donc la confiance, elle est très importante ici. Il faut savoir à qui faire confiance. Parce que vous ne pouvez pas, à moins d'être le spécialiste de tel sujet, ça va forcément être très réduit, ou là vous allez peut-être vous-même faire vos propres recherches. Pour le reste, il faut faire confiance. Et c'est indispensable. Hein. Quand votre enfant est malade, vous l'amenez à l'hôpital pour qu'on l'opère, vous faites confiance au chirurgien. Vous n'allez pas refaire vous-même. Et voilà, on fait confiance. Alors, on peut, sur la base de justement ce principe de justification et de savoir si ces croyances et si ces connaissances, ces façons de voir les choses sont réelles ou pas, sur le fait de savoir si c'est un savoir collectif ou un savoir personnel, ou si c'est sur un principe d'autorité et de justification, on peut comme ça découper les assertions en différentes catégories. Alors j'ai emprunté ça à mon collègue et camarade Guillaume Lecointre. Le savoir, comme je l'ai dit, eh bien, c'est quelque chose qui est collectivement assumé et puis qui se justifie par rapport aux croyances qui sont très souvent personnelles, à part les croyances religieuses, mais qui sont clairement basées sur un principe d'autorité. Une opinion, c'est quelque chose qui est en général personnel et puis qui en fait va piocher dans ce qui est disponible pour justifier ces idées-là, c'est-à-dire c'est pas réellement objectif la façon dont ça se construit, donc c'est un mélange d'autorité et de justification judicieusement choisie. Puis finalement une idéologie, c'est un petit peu comme une opinion généralisée. Donc c'est quelque chose qui ne va pas utiliser, en général, hein, qui ne va pas utiliser des justifications construites de façon rigoureuse, mais qui vont plutôt chercher à piocher ceux qui justifient cette idéologie. Alors j'ai dit valider plusieurs fois, mais qu'est-ce que ça veut dire valider, hein? C'est bien de dire, il y a toujours de toute façon une autorité qui vous dit quelque chose, c'est validé parce que le chef l'a dit. Et puis c'est pareil, j'ai dit le principe d'autorité comme si c'était mal, mais à un moment on aime faire confiance à des autorités, quelqu'un qui sait vous dit tel truc c'est vrai, tel truc c'est faux, c'est un spécialiste, donc c'est pas très facile. Alors pour ça, il faut se poser la question de ce que sont les niveaux de preuve, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à faire le tri dans le marché qui est de plus en plus vaste des informations, de tout ce qui circule. Les sources, elles sont très nombreuses maintenant, elles sont très facilement accessibles, certaines sont plus accessibles que d'autres. Et c'est vrai que notre intuition, notre expérience, nos relations nous conduit à accorder davantage de validité, de crédit à certaines sources qu'à d'autres. Alors comment est-ce qu'on essaye d'être objectif ? Alors ici, comme tout à l'heure, hein, je vais vous mettre un certain nombre de sources. Et là encore, hein, ce que je vais montrer, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans des tas de références. Moi, je me suis contenté de synthétiser ici ce que j'ai trouvé, enfin ce que je connais, que j'ai vu à plein d'endroits. Donc voilà, on a différentes sources d'informations. Parmi ces sources d'informations, il va y avoir la sagesse populaire, par exemple, hein, qui peut d'ailleurs changer d'un pays à l'autre. Hein, chez les anglo-saxons, quand vous avez la grippe, il faut prendre du potage au poulet. Vous avez ça dans certaines séries. Nous, on ne fait pas ça, mais pour eux, c'est complètement normal. C'est de la sagesse populaire. La rumeur, on m'a dit que... L'opinion, je pense que une publication scientifique dans un journal en anglais, tout ça avec un truc qui a l'air vachement sérieux, l'expertise, un expert nous a dit que, le témoignage, voilà, quelqu'un que je connais m'a dit que quand je prends la pilule truc machin, après j'ai plus mal à la tête, ou l'expérience personnelle, tout ça c'est bien joli, mais moi je vais tester moi-même et ça c'est vraiment la bonne façon de savoir que quelque chose est vrai ou pas. Plutôt que regarder ce que nous disent des gens en blouse blanche, des machins, je vais tester moi-même, et ça c'est une source. Ou ce qu'on peut appeler le consensus scientifique. Alors tous ces trucs-là, on peut les classer de bas en haut, entre en bas ce qui est le moins sûr, et puis en haut ce qui est le plus sûr, ce sur quoi je devrais m'appuyer pour avoir le moins de chances de me tromper. Hein. C'est toujours ça, tout peut se tromper là-dedans, puis tout peut avoir bon. Hein. Donc qu'est-ce que vous mettriez tout en haut là-dedans ? Donc consensus scientifique, publication scientifique, l'expérience personnelle, vous la mettez en haut aussi, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Non, mais on peut en discuter, hein, ça ne va pas de soi. Hein, c'est l'expertise plutôt vers le haut. Le témoignage, non, le témoignage c'est l'expérience personnelle de quelqu'un d'autre. Hein, voilà, mais on n'aime pas non plus tellement. Méta-analyse, vous ne savez peut-être pas forcément ce que ça veut dire. Mais quelqu'un me dit en haut.
Alors voilà ce que ça donne, et là encore, hein, cette classification, vous la trouvez partout. Alors tout en haut, effectivement, il y a ce qu'on appelle le consensus scientifique, c'est qu'en gros, toutes les études, quand on fait une revue de toutes les études, qui ne racontent pas forcément la même chose. Les études scientifiques, par définition, de temps en temps, elles peuvent raconter des choses différentes sur un même phénomène, parce que statistiquement, il y a toujours une chance de se tromper. On va revenir sur la théorie statistique, la théorie de l'échantillonnage, mais en faisant tout bien, on peut se tromper. Il y a toujours une probabilité qu'on se plante, même en faisant tout bien. Mais le consensus scientifique, c'est faire le tour de tout ce qu'on sait, et puis essayer de... Et quand tous les scientifiques, enfin presque tous, il y a toujours... mais quand presque tous les scientifiques sont d'accord sur quelque chose, c'est a priori le plus sûr qu'on ait. C'est exactement ce que fait le GIEC pour le climat. Hein. Le GIEC, c'est des gens qui font une revue de toute la littérature sur les causes du réchauffement climatique. Et puis qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. Hein. On a des moments où on fréquente beaucoup des gens du GIEC, ils n'hésitent pas. Les scientifiques, ils adorent se dire les uns les autres qu'ils ont tort. Il ne faut pas du tout imaginer que c'est une communauté qui se tient les coudes, c'est tout le contraire. Donc quand il y a un consensus scientifique, c'est plutôt bon signe. Une méta-analyse, en fait, c'est une analyse d'autres articles. Alors c'est pas la même chose qu'une revue de littérature, c'est-à-dire de regarder tous les résultats, c'est réanalyser des résultats qui ont déjà été publiés avec un cadre statistique formel. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez fort, puisqu'on se rebase aussi sur différents résultats. Une publication scientifique, c'est bien, mais comme j'ai dit, une publication scientifique, ça peut se tromper. Ça peut avoir été mal fait, de bonne ou de mauvaise foi. On a vu quand même des exemples pendant le Covid, hein, on pourra peut-être y revenir. Et c'est vrai qu'on a souvent des gens qui brandissent une publication qui dit que. Alors si c'est bien fait, si c'est... Nous, scientifiques, on a plus le moyen de juger de la qualité, mais c'est pas toujours évident, surtout à notre époque. Mais une bonne publication scientifique, ça reste quelque chose de très intéressant pour soutenir une affirmation. L'expertise, alors j'ai mis ça un peu vers le milieu, parce qu'en fait, ça veut pas dire grand-chose. Un expert peut être quelqu'un de très très calé et qui fait état du consensus scientifique. Et ça peut être aussi, comme les médias l'aiment bien, parce qu'ils aiment bien avoir des bons clients qui vont s'exprimer sur absolument tout, ce qui est déjà suspect, parce qu'on ne peut pas être expert de tout. Un expert devrait pouvoir dire, si on lui pose la question, sur quoi il se base. Et force est de constater que ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on voit toujours les mêmes personnes qui parlent de tout. Donc, ce n'est pas évident, mais il faut éviter de le mettre trop haut. Et en bas, alors j'ai la différence avec les échelles que vous trouverez, c'est que j'ai laissé volontairement un creux entre ceux dont on est le moins sûr. Alors la rumeur et la sagesse populaire, je pense que j'ai pas trop à insister pour expliquer pourquoi c'est souvent pas bon. D'ailleurs, quand on va tester les choses scientifiquement, on se rend compte que ça marche pas. Hein. Mettre une petite cuillère dans une bouteille de champagne pour empêcher les bulles de partir, ça marche pas. Hein. Ça a été testé, ça marche pas, mais vous allez voir encore plein de gens le faire. Bon, l'opinion, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Un témoignage, alors un témoignage, ça peut être l'expérience de quelqu'un d'autre qui vous le dit. Alors c'est vrai qu'on se méfie, d'ailleurs on le voit dans les tribunaux, ça a beaucoup moins de valeur que les preuves de la police scientifique par exemple. Parce qu'un témoignage peut se tromper de bonne foi, peut chercher à vous tromper, peut être déformé, enfin etc. Alors l'expérience personnelle, c'est un truc qu'on aime vachement bien mettre en avant. Là, j'ai vu un sondage récent dit que 42% des Français, je crois, font plus confiance à leur expérience personnelle qu'aux données de la science. Est-ce que prendre tel médicament magique, enfin peut-être pas magique, mais tel médicament va me faire passer mon état grippal, j'en prends depuis toujours, ça a toujours marché, quoi que dise la science. Et on fait confiance à ça. Il se trouve que l'expérience personnelle, pour des raisons que je vais expliquer là, c'est extrêmement biaisé. Les protocoles scientifiques, parce que les scientifiques sont des humains comme les autres, sont en fait complètement basés pour essayer justement d'éviter tous ces biais et les biais personnels notamment. On a des tas de raisons personnellement de se tromper, notre expérience nous trompe. Donc ça, je vais l'expliquer un peu plus. Alors ça peut aussi être quelque chose d'intéressant, un bon point de départ, etc. Puis ça peut avoir bon. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on surestime très largement dans la validité du niveau de preuve. Alors c'est ce que je vais expliquer maintenant, que nos sens nous trompent. Ce truc-là, ça s'appelle l'échiquier d'Adelson. Et en fait, c'est une illusion d'optique assez connue. Et là, je vais parler des biais, notamment, et expliquer ce que c'est. Et donc là, je pense que je peux vous démontrer assez facilement que nos sens nous trompent. Donc vous voyez la case identifiée A et la case identifiée B dans l'échiquier. Vous pouvez me dire quoi de ces deux cases, pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu cette figure, notamment? Alors, elles sont de la même taille. Est-ce qu'elles sont de la même couleur, A et B?
Donc vos yeux ne les voient pas de la même couleur. Donc là, ce que je vais faire après, je vous jure que je n'ai pas triché. Ce que je me contente de faire, c'est les faire bouger sans rien changer. Elles sont très exactement de la même couleur. Et pourtant, hein, je peux les remettre, vous ne les voyez pas de la même couleur. Et ce n'est pas une question que vous avez, je sais pas, les cônes et les bâtonnets des yeux qui ne voient pas l'obscurité de la même façon. Non, c'est réellement votre cerveau ici qui corrige cette couleur en fonction de ce qu'il y a autour et qui corrige cette couleur en fonction de ce qu'il y a autour, en fonction de l'ombre, etc. Et vous pouvez les regarder de toutes les façons que vous voulez, vous les voyez réellement de couleurs différentes. Ce n'est pas que vous vous trompez, mais en fait, elles sont exactement de la même couleur. Donc là, votre expérience personnelle, elle se trompe. Il suffit de... ça peut se vérifier de plein de façons. Elles sont très exactement de la même couleur. Et des exemples comme ça, il y en a pas mal. Celui-là est spectaculaire. Alors les biais, qu'est-ce que c'est? Les biais, eh bien, c'est une espèce de... c'est une déviation de notre perception qui nous amène à nous tromper. C'est involontaire. Il y en a qu'on peut corriger, mais celui d'avant, vous ne pouvez pas le corriger. Hein. Vous savez que c'est la même couleur, mais vous voyez que c'est différent. Les biais, voilà, ce sont on raisonne, on voit les choses, on ressent les choses de travers parce que notre cerveau est fait comme ça, parce que notre configuration est celle-là. Et donc des biais, il y en a plein, parce que notre cerveau, il n'a pas évolué de façon à détecter la réalité. Hein, la sélection naturelle, elle a gardé les caractéristiques que vous avez pour aussi survivre le mieux possible. Okay, donc s'il s'agit de réagir vite et bien à des situations locales, et quitte à croire quelque chose qui est faux. Alors l'exemple ultra classique, c'est se balader dans la forêt puis entendre un bruit. Alors soit c'est le vent dans les feuilles, soit c'est un lion qui va vous bouffer. Vaut mieux croire que c'est un lion et partir en courant que si c'est le vent que l'inverse. Hein, il ne s'agit pas de trouver la vérité puis de s'arrêter pour réfléchir. Et en fait, on fait ça dans plein de situations. La question, ce n'est pas d'avoir bon, la question, c'est de s'en sortir. Et ces raisons-là font qu'on a tendance à faire des raccourcis en permanence pour aller vite. Donc l'abstraction, la réflexion, ça coûte de l'énergie, ça coûte du temps. Et ça a été bien montré, le fait que l'abstraction, c'est un système de pensée qui n'est en fait pas naturel. Daniel Kahneman, qui a eu le prix Nobel en 2002 pour son travail sur les biais cognitifs, qui a écrit un livre sur le sujet, a bien montré qu'il y avait deux systèmes de pensée. Donc il y a un système de pensée rapide, automatique, heuristique, comme on dit, qui prend des décisions rapides, qui fonctionne par association, qui voit qui interprète très rapidement les choses. Qui donne une vision qui est cohérente mais qui est souvent biaisée de la réalité. Et si on fait rien, si on fait aucun effort, je dirais parfois si on fait juste suivre notre intuition, c'est-à-dire je réfléchis pas, c'est ça qui va fonctionner. Ça ne veut pas dire que ça a faux, hein, souvent c'est bon, mais vous pouvez très bien vous tromper comme ça. Et puis on a un système plus lent qui lui réclame du temps, de l'abstraction, qui n'est pas confortable parce qu'on aime bien quand c'est facile. Et en fait c'est ça qui est mis à l'œuvre quand on doit, eh bien, essayer de faire les choses correctement. Et le deuxième système, c'est celui que vous utilisez quand vous remplissez votre déclaration d'impôt, typiquement. Voilà, alors que quand vous devez réagir à quelqu'un qui vous parle ou je ne sais pas quoi, ou vous voyez quelqu'un, vous devez avoir une opinion sur lui, clac, 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 vous faites plein d'associations par rapport à votre passé, etc. Et vous avez une idée qui n'est pas forcément la bonne, mais vous en avez une. Alors on est tous sujets à plein de biais parce que voilà, on est configuré comme ça. Donc on voit par exemple, intuitivement, on voit des connexions, on voit des cohérences là où il n'y en a pas du tout. Hein, moi j'ai des amis qui me disent « moi je ne crois pas aux coïncidences ». Il y en a plein des coïncidences. Il y a des choses qui arrivent, puis après il y a un autre truc qui arrive. Ça ne veut pas du tout dire que le premier est responsable du deuxième, mais on adore croire ça. Donc comme j'ai dit, hein, nous on doit détecter rapidement le danger, détecter rapidement un partenaire, un autre membre de notre espèce. Il faut bien comprendre que notre génome à nous maintenant de 2025, c'est le même que celui qu'on avait il y a 300 000 ans, quand on n'avait pas inventé le feu et qu'on se promenait dans la forêt. On est exactement la même bestiole. C'est difficile à croire, mais ça n'a pas changé. Sélection naturelle a peut-être un peu moins joué, mais... Donc on est, par exemple, nous humains, on est très très fort pour distinguer des visages partout. Donc ça, c'est quelque chose qui se voit bien dans les pareidolie visuelles.
Donc la pareidolie, c'est détecter une cohérence là où il n'y en a pas. Alors il y a des pareidolies auditives qui sont bien connues, hein, une chanson en anglais où on vous fait une phrase en français qu'il faut écouter, vous allez l'entendre automatiquement même s'il ne dit pas du tout ça, donc je ne vais pas le faire ici. Mais des pareidolies visuelles, je peux vous en montrer plein ici, où là partout vous voyez des visages là où il n'y en a pas du tout. Alors si vous avez une tartine qui vous montre Jésus, comme ça se vend très cher, hein, aux Américains notamment. Et ça existe vraiment. Cette photo, je crois, qui est prise sur la Lune, ça produit des quantités d'extrapolation parmi les gens qui ont envie de croire à des trucs, comme quoi il y a une civilisation sous terre, la preuve, il y a un visage. Voilà. Nous, on est très très bon pour voir des visages, mais probablement qu'une autre espèce, elle va voir autre chose. Parce que si on détecte rapidement un congénère, ça peut être très utile pour nous. Donc on voit des visages partout. À chaque fois qu'on voit un nuage, on voit un nez, une bouche. Il y a plein d'espèces qui n'ont pas de nez, hein, donc ils ne verraient pas de nez, mais nous on en voit. Voilà, c'est comme ça. Alors, je ne vais pas du tout lister tous les biais cognitifs, mais je vais vous en donner quelques-uns, parce que c'est ça qui fait qu'on pense de travers souvent. Le biais cognitif le plus connu de très loin, et on y est tous sujets, donc il faut vraiment y faire attention, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on croit un truc, et on va ensuite en permanence sélectionner les informations qui nous confortent dans notre croyance. Vous êtes communiste, vous lisez l'Humanité, qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Et moi, quand j'ai appris l'existence du biais de confirmation, je me suis tout de suite mis à lire des journaux qui n'étaient pas dans, a priori, mon idéologie, puisque là, il s'agit un peu d'une idéologie. Et c'est utile, c'est-à-dire que si j'arrive à trouver bon des articles dans un journal qui n'est pas du tout de mon obédience, eh bien, c'est plutôt rassurant. Mais sinon, c'est vrai que c'est très rassurant, c'est très confortable, mais ça tourne en boucle. Donc le biais de confirmation, hein, bon, c'est ce qu'illustre ce petit schéma, mais là il y a ce que disent les faits, ce que vous croyez, et puis l'intersection entre comment les faits supportent ce que vous croyez, vous allez garder que ça, puis tout ça vous n'allez pas en tenir compte. Mais on le fait tout le temps, automatiquement. On a envie, moi le premier, hein, j'ai envie de je sais pas, m'offusquer des pseudosciences par exemple, donc on va me dire que tel gourou s'est fait choper dans je sais pas quelle malversation, j'ai tout de suite envie de croire que c'est vrai. J'ai pas envie de vérifier parce que ça me va très bien, alors que c'est peut-être complètement faux. Alors que quand c'est quelqu'un qui vous plaît, quand c'est la star du foot que vous admirez, que peut-être a commis je ne sais pas quoi en Suède, là partout on va vous dire non, non, c'est pas possible, en plus c'est français, enfin. Alors que ça c'est du biais de confirmation. Donc il faut se faire violence pour ne pas le faire. Et c'est un des principaux biais qui nous amènent à croire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Le biais d'ancrage aussi, c'est-à-dire que quand on vous parle d'un phénomène, la première personne qui vous décrit un phénomène, a une espèce d'avantage, c'est-à-dire qu'ensuite toutes les autres informations que vous aurez après vont se confronter à celle-là. Donc en fait, alors que si on vous avait présenté les choses dans l'autre sens, vous auriez peut-être une conviction qui serait différente. C'est ce que font les industriels, hein, en vous disant, au lieu de vous dire directement que ça coûte 99 €, en fait ça en coûtait 300, ça n'a peut-être jamais coûté 300 €, hein, mais finalement, on vous ancre sur ce prix-là pour le vendre moins cher et vous êtes sûr que vous avez fait une bonne affaire. Et ça, c'est pareil, hein, c'est quelque chose auquel on est sujet. Enfin, moi, je sais que j'ai essayé de comprendre certains phénomènes en lisant un livre qui m'a beaucoup marqué, mais en fait, je réalise que tous les autres que je lis après doivent essayer de déloger la première explication. Et j'aurais lu ça dans un autre sens, j'aurais pas cru ça. Donc le biais d'ancrage, c'est ça. Le biais d'intentionnalité, c'est voir des intentions, voir une cause, voir c'est la faute à quelqu'un pour quelque chose qui arrive. C'est voir des intentions là où il n'y en a pas, et on adore faire ça. On adore vraiment imaginer qu'il y a toujours à qui profite le crime. Hein. Le Covid, c'est les vendeurs de masques. Et juste avant, il y avait les gilets jaunes, c'est les vendeurs de gilets jaunes. Et bizarrement, c'est les mêmes. Je plaisante, hein. Mais on peut se faire... Ça, c'est du biais d'intentionnalité. Le biais du survivant, alors ça, c'est aussi... On peut très facilement tomber dedans. Je vais vous expliquer l'avion après. Les sièges auto et les ceintures de sécurité à l'arrière, ça ne sert à rien. Il n'y en avait pas quand j'étais gosse, et je vais très bien. Voilà, parce que ceux qui n'ont pas pu survivre au fait de ne pas avoir de siège auto et de ceinture, ils ne sont pas là pour le raconter de toute façon. Et ça, on le fait tout le temps. Genre, ça sert à quoi ces normes, ces machins, on a très bien vécu sans. Voilà, ça c'est du biais du survivant. Alors qu'est-ce que ça veut dire cet avion? C'est un truc réel.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un mathématicien hongrois qui aidait les Américains, les Alliés, hein, et notamment dans le renforcement des avions. Et donc, il se rendait compte que les avions qui revenaient du combat étaient touchés à ces endroits-là. D'accord ? Donc, quelle était la logique? Eh bien, c'est de renforcer les avions ici, 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 puisque c'est là qu'on leur tire dessus. Et lui a dit non, c'est le contraire. Il faut renforcer là où c'est pas touché, puisque les avions qui ont été touchés là, c'est ceux qui sont parvenus. Et ça a très significativement augmenté le nombre d'avions qui revenaient et qui étaient bien renforcés. Donc ça, c'est un bel exemple de biais du survivant. Alors ça, c'est juste quelques biais, il y en a 4. Hein. Il y a 250 biais qui sont définis. Hein. Il y a un ensemble de biais qui vont être dus à des biais qui peuvent être dus à votre culture, par exemple, des biais qui sont liés à la mémoire, qui sont liés à l'attention. Donc il y a des groupes de biais comme ça, et il y en a plein qu'on peut définir, qui sont pas toujours indépendants les uns des autres, hein. Des fois c'est plus ou moins la même chose, mais il y a énormément de biais et en fait de configurations qu'on a en nous qui nous amènent à nous tromper sans que ça n'ait rien à voir avec notre logique, notre intelligence. Quand vous le savez, vous y faites attention, mais si vous ne le savez pas, moi je vois tous les jours, y compris des collègues très scientifiques, faire toutes sortes de bêtises, et j'en fais sans doute plein moi-même. Donc les biais, on peut les contrôler, hein, en partie. Mais c'est pas, j'allais dire, ça fait partie de notre configuration biologique. C'est pas la même chose pour ce qu'on va appeler les sophismes et les paralogismes. Alors les sophismes, ce sont des erreurs de raisonnement. Les sophismes et les paralogismes sont des erreurs de raisonnement, des procédés rhétoriques où il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne se tient pas dans l'argumentation. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Les sophismes, c'est fait exprès. Et les paralogismes, c'est quelque chose que vous faites sans vous en rendre compte. Ce n'est pas toujours évident de faire la différence entre les deux. Donc vous allez le voir, si vous vous en doutez pas déjà, les politiciens sont extrêmement friands de ces raisonnements de travers. Ils l'utilisent tellement que je ne suis même pas sûr que ce soit intentionnel. Enfin, pas que, hein, bien sûr. Il se trouve qu'eux, comme ils s'expriment publiquement, ils nous donnent de bons exemples. Par exemple, le renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire savoir à qui doit prouver son assertion. C'est-à-dire, moi, je vous dis, prouve-moi qu'il n'y a pas de monstre dans le Loch Ness. Ce n'est pas à moi de prouver qu'il n'y a rien dans le Loch Ness, c'est à celui qui dit qu'il y en a un de le prouver et d'amener des éléments. Alors ça marche pour les monstres, ça marche pour tout un tas d'entités surnaturelles. Alors pourquoi je vous ai mis ce petit dessin? Alors là, c'est petit là pour vous, mais enfin ici en gros, c'est le système solaire, ok, avec le Soleil, Mercure, etc. Donc la Terre, Mars, jusqu'à Neptune. Il y a une théière entre. Alors un jour, Bertrand Russell, qui était un mathématicien, logicien, philosophe très connu, très important au début du XXe siècle, enfin toujours très important pour les gens qui s'intéressent à la philosophie et la philosophie des sciences en particulier, disait: si je vous dis qu'entre la Terre et Mars, il y a une théière, une petite théière chinoise en porcelaine qui est en orbite entre la Terre et Mars et qu'aucun de nos appareils peut détecter, et que je vous affirme ça, vous allez me prendre pour un fou. Mais il n'y a aucun moyen de prouver que c'est faux. Donc c'est vrai. Et le renverse. Alors il dit, bon, évidemment, on prendrait pour un zinzin, mais il suffit que l'histoire de la théière soit enseignée aux enfants, soit enseignée dans des livres sacrés, etc. Vous allez voir que plein de gens vont croire à la théière parce que c'est impossible de prouver que c'est faux. Il dit, mais prouve-moi que cette théière, elle n'existe pas. C'est pas possible. Donc la charge de la preuve est à celui qui affirme quelque chose. Et ça, c'est souvent inversé. Et prouver l'absence de quelque chose, épistémiquement, c'est impossible de prouver qu'il n'y a pas. On peut prouver qu'il y a quelque chose, mais pas qu'il n'y a pas. Très rarement. Un trait classique, c'est l'homme de paille, c'est-à-dire il s'agit de faire une représentation biaisée de la réalité ou de la position de son opposant dans un débat et d'attaquer cette représentation biaisée. Donc on avait les élections il n'y a pas si longtemps et on en avait plein, où je ne sais pas, ça j'ai repéré dans la presse, mais Bardella qui va dire à Glucksmann vous êtes contre les frontières, pas moi. Alors je pense que Glucksmann à aucun moment il a dit qu'il voulait abolir toutes les frontières. Hein. Mais on caricature la position, puis on attaque cette représentation caricaturale, tous les partis le font, hein, dans un sens ou dans l'autre. Ça c'est typiquement une erreur de raisonnement probablement volontaire, quand même.
bien connu. Bon, bah, l'argument d'autorité, hein, je mets une blouse blanche, une barbe, des cheveux longs, ça a bien marché. Et je vous dis un truc, c'est vrai, parce que quand même, je sais ce que je dis. Bon, là, on avait le cas typique, hein, plus de docteurs fument des camels que d'autres cigarettes. Alors, on ne peut plus faire ça maintenant, on a pu le faire, peut-être pas en France, mais à un moment. Et donc, ça peut donner un effet gourou. C'est-à-dire, on croit les choses parce que quelqu'un vous le dit, mais en dépit de ce qu'on peut avoir comme information par ailleurs. Voilà, donc ça c'est aussi... Il faut comprendre que les gens en général, mais plutôt même les médias, les politiciens, je suis désolé, j'y reviens, mais nous, en tant que scientifiques qui interagissons avec eux, on s'en rend compte, adorent les autorités. Et on cherche le gars qui va nous dire le truc vrai. On n'a pas envie de faire l'effort de... essayer de soi-même de trouver s'il y a des éléments, c'est pas si difficile, hein, j'y reviendrai dans quelques minutes, ou au moins de lui dire, mais est-ce que vous êtes sûr de ça, vous vous basez sur quoi? Ils n'aiment pas faire ça. Et ils adorent avoir un bon client qui explique les choses, et on aime avoir une autorité. Donc il faut faire très attention à ça. Un truc très classique, hein, je pense que vous sortez, vous allez dans la première pharmacie, vous allez trouver des exemples d'appel à la nature. C'est naturel, donc c'est bon. Voilà, le shampoing au lait de pivoine bio, naturellement récolté, machin, c'est forcément bon puisque c'est naturel. Alors dans certains cas, c'est pas absurde. S'habiller avec des machins en fibres naturelles, c'est mieux que s'habiller avec des polaires en plastique, parce que c'est du plastique hein, directement, c'est des fibres, puis tout ça, ça se retrouve direct dans la mer, et puis nous ensuite on les compte. Donc là, ça a un sens, mais dans plein de cas, ça a aucun sens. C'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. La digitaline, c'est naturel. La nature, pour des phénomènes qu'on comprend très bien, produit des poisons violents, la nature. Donc, c'est pas parce que c'est de synthèse que c'est pas bien. Mais on en arrive à des absurdités, à imaginer que quand on utilise des pesticides naturels, c'est mieux que de synthèse. Non, non, ça tue pareil. Hein. Mettre du sulfate de cuivre, ça peut être super naturel. C'est pas fait peut-être pour être dans des grandes concentrations à tel endroit. Donc, ce sophisme naturaliste, il est présent partout, partout. Et en général à mauvais escient. L'appel à la popularité, plein de gens pensent que, donc c'est vrai, plein de gens pensent que, je ne sais pas, tel être surnaturel est vrai, donc nécessairement ils ne peuvent pas tous se tromper. Le problème c'est qu'il y en a le même nombre qui pensent quelque chose de complètement incompatible, donc il y en a forcément la moitié qui se trompent, peut-être même tous. Et c'est pas parce que plein de gens disent quelque chose que c'est vrai, surtout avec tous les biais dont j'ai parlé avant. Puis c'est souvent pas des données indépendantes, hein. C'est pas chacun a fait sa petite découverte indépendamment, c'est on se repasse les trucs entre nous. Donc un grand groupe, en général, pas indépendant, les points sont pas indépendants les uns des autres. L'appel à l'ancienneté, si c'est millénaire, si c'est ancestral, alors c'est bon. Et alors si en plus c'est chinois, franchement, si c'est de la médecine ancestrale chinoise, c'est forcément vachement mieux. Et ça, vous l'avez partout aussi. Partout, c'est très facile à trouver. Et ça n'a pas de raison d'être logique. Peut-être que c'est bien parce que c'est ancien pour certaines raisons, mais pas parce que c'est ancien. Puis quand vous vous retrouvez chez le dentiste et qui vous explique qu'il va vous soigner avec des remèdes traditionnels, avec des pinces traditionnelles, ça va peut-être moins vous amuser. Donc ça peut trouver ses limites, mais c'est très 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 classique et utilisé tout le temps. La pente savonneuse, c'est-à-dire faire un enchaînement de conséquences moi je me souviens quand on a, qui n'est pas forcément exact, je finis ma phrase, alors quand on a fait passer le remboursement total des frais quand on va chez un médecin, maintenant on paye 1 €. Et les jours après on dit oui mais c'est 1, demain ce sera 2, puis après 10, puis après on va tout payer. On est toujours à 1 €. Voilà, ça c'était typiquement de la pente savonneuse. Il y a un exemple classique de Nicolas Sarkozy qui fait un discours en parlant du paquet neutre de cigarettes. Alors on va du paquet neutre à l'étiquette neutre sur les bouteilles de vin et à la fin des terroirs français. Celui-là vous le trouvez partout. C'est de la pente savonneuse. Il n'y a aucune raison, ou alors il faut expliquer pourquoi nécessairement en passant à une étape on passe à celle d'après. J'ai presque fini pour les quelques sophismes, hein. Ce qu'on appelle le sophisme du vrai écossais aussi. Tous les écossais portent un kilt. Ah non, mon oncle Angus, lui, il porte pas de kilt, c'est un vrai... Ouais, mais c'est pas un vrai écossais. Tous les musulmans sont voilés, hein. J'ai une très bonne copine musulmane, elle n'a pas de voile. Oui, mais c'est pas une vraie musulmane. Donc si vous redéfinissez en permanence, vous avez toujours bon. Hein. Et ça, on le fait, hein, facilement, souvent. J'en ai parlé aussi tout à l'heure, le dernier, le faux dilemme. Hein, si c'est pas l'un, c'est l'autre. J'avais vu ça sur la théorie de l'évolution, par exemple, où on essayait de prendre en défaut, les créationnistes essayaient avec des biologistes de prendre en défaut un petit aspect de la théorie en disant « Ah là, vous n'êtes pas sûr », donc Dieu a créé toutes les espèces.
alors qu'il y a plein d'explications entre les deux. Donc là, c'est typiquement ce que faisaient les George W. Bush au moment de la guerre du Golfe, son père, je pense, à l'époque plutôt. C'était soit vous nous soutenez pour envahir l'Irak, soit vous êtes avec les terroristes. Et rien entre les deux. Ça, c'est un faux dilemme, et on le fait facilement. C'est-à-dire c'est noir ou blanc, alors qu'il y a quantité d'explications possibles. Donc il ne faut pas se faire avoir par ce genre de truc. Alors on peut citer aussi le phénomène des chambres d'écho, hein, qui est un peu lié à tout ça, c'est-à-dire qu'on a tendance à tourner dans une communauté qui raconte ce qu'on a envie d'entendre, que ce soit sur Internet, dans les journaux, etc. Surtout à notre époque où en fait on peut se trouver les 5000 gugus dans le monde qui pensent que le soleil tourne autour de la Terre, comme on a l'impression qu'il y a plein de gens qui pensent comme nous, alors qu'en fait c'est un pourcentage ridicule. C'est pas parce que les gens sont de bonne foi, et je pense que souvent les gens qui racontent des bêtises sont de bonne foi, à cause des biais dont j'ai parlé. C'est pas parce qu'ils sont de bonne foi qu'ils ne vous mentent pas que ça veut dire que c'est vrai. Bien sûr, enfin, la question, c'est est-ce que les gens sont incompétents ou charlatans? C'est-à-dire, est-ce qu'ils savent qu'ils vous baratinent ou est-ce qu'ils se trompent? Voilà, pour caricaturer, je pourrais le dire comme ça. Pareil, les appels au bon sens. Une grande partie de la construction des connaissances, elle s'est faite contre le bon sens. Il y a des tas de trucs qui sont... Moi me dire là que je suis sur une espèce de grosse boule qui tourne à 2000 km à l'heure dans l'espace, c'est pas évident. Hein. Ça vient pas de soi. Moi j'ai l'impression que c'est tout plat. Et le bon sens se trompe bien souvent. Puis le bon sens de l'occidental de 2025 est peut-être pas le même que le bon sens d'un homme du paléolithique. Enfin, ça change en fait d'une culture à l'autre, etc. Mais l'appel au bon sens, les gens qui veulent vous vendre n'importe quoi le font bien souvent. Et il faut vraiment, vraiment se méfier parce que le bon sens, la plupart du temps, il se trompe. Enfin, pas la plupart du temps, mais souvent. On évalue très mal les calculs et les probabilités. Très très mal, ça va pas de soi. Alors je peux rentrer dans plein d'exemples, je ne vais pas le faire ici, mais juste un truc simple, hein, un truc qui est assez connu. Une raquette et une balle coûtent 11 €. La raquette coûte 10 € de plus que la balle. Combien vaut la balle? Sans réfléchir. 1 €. Donc la balle vaut 1 €, la raquette coûte 10 € de plus, donc 11 € plus la balle, ça fait 12. Donc en raisonnant un peu, voire en posant l'équation, on arrive assez rapidement à voir que la balle coûte 50 centimes, la raquette coûte donc 10,50 €, plus la balle, ça fait 11. Mais on se trompe automatiquement, et là encore c'est un exemple relativement simple, mais avec les probabilités, les nombres et tout, on n'y arrive pas bien et on prend de mauvaises décisions. Et on a tendance à se surestimer pour plein de choses. Hein. J'ai revérifié ça hier, mais dans un sondage, 93% des conducteurs américains sont persuadés d'être dans les 50% qui conduisent le mieux. Voilà. Et on a tendance à penser qu'on en sait plus sur plein de sujets, qu'on est meilleur qu'on ne l'est en réalité. Alors ça donne cette fameuse courbe de Dunning-Kruger. Donc qui étaient deux, parce que c'est récent, hein, c'est 99 l'effet de Dunning-Kruger, qui ont montré en fait que, alors vous avez en abscisse le niveau de compétence, plus on va vers la droite, plus on est bon, et en ordonnée, vers le haut, ce que vous percevez de votre propre compétence. Okay, les vrais experts, ils sont quelque part par là. Celui qui sait rien est tout à l'autre bout là-bas. Et en fait, on montre, et on le fait tous, hein, ils ont montré par des expériences, hein, que eh bien, quand on en sait un tout petit peu, on a l'impression d'être très très fort. Parce que ça a l'air simple quand on ne sait pas grand-chose. Hein. Et puis en fait, au bout d'un moment, on réalise quand même qu'on est ignorant. Finalement, plus on en sait, plus on réalise qu'il y en a à savoir, puis il faut du temps pour se sentir vraiment expert. Et j'ai fait des formations pour des doctorants, par exemple. Enfin, j'ai assisté à des formations pour des doctorants. Et ce qui frappe les recruteurs quand un doctorant essaie de se trouver un boulot, c'est qu'il explique tout ce qu'il ne sait pas. Parce que lui, il a passé énormément de temps sur un truc super spécialisé, donc il a l'impression qu'il ne sait rien sur le reste, alors qu'il a une formation très généraliste et en fait, il sait plein de choses, par rapport, par exemple, à des ingénieurs qui sont allés moins loin, mais qui sont beaucoup plus confiants. Donc en fait le docteur qui a une expérience, un savoir, une compétence plus élevée a tendance à se sous-estimer. Voilà. Alors ça c'est tout le monde, non, de plus en plus ce truc est connu. D'ailleurs c'était l'affiche de la conférence, c'est pas moi qui ai proposé ça et la personne qui a proposé ça ne savait pas que je la présentais. Donc c'est connu cette courbe. C'est pas dans la publication de Dunning-Kruger. Ça, c'est une représentation d'artiste. Tout le monde pense que ça vient de la publication, mais dans la publication, vous trouvez plutôt des trucs comme ça.
c'est moins joli. Il y en a plusieurs, mais c'est relativement simple, hein. Là, pareil, on a le niveau, les quantités de personnes. Ici, vous avez ce qu'on pense de sa compétence, et ici, ce qu'on peut tester objectivement avec des tests. Donc, quand vous êtes nul, vous pensez que vous êtes plutôt bon, et puis plus vous êtes bon, plus l'écart est minimum, et on arrive même à l'inverse. C'est-à-dire que ceux qui sont très bons au test, ils se pensaient moins bons. Voilà, donc ça a été résumé, et ça, ils l'ont fait avec différents types d'expérimentations dans la courbe précédente. Alors, j'ai parlé des experts, hein. Je ne dis pas que les experts, ils se trompent tout le temps, hein. Vous voyez quelqu'un à la télé qui est un expert, ça ne veut pas dire qu'il nous raconte que des bêtises. Bien sûr, on a besoin de faire confiance, je l'ai dit, mais il doit vraiment être spécialiste du sujet et pouvoir s'appuyer normalement sur le consensus scientifique. Il devrait être capable de le dire. Alors, il y a des choses qui sont vérifiables, hein. Vérifier déjà ce qu'il dit, hein. On a eu un cas il n'y a pas très longtemps en France, alors j'essaie de ne pas citer de nom, hein, sauf les politiciens parce que tout le monde sait ce qu'ils ont. Dans ce cas-là, c'est facile à trouver, mais on a eu un cas très connu du gars qui avait 3 doctorats, qui avait écrit des super bouquins qui étaient invités partout, puis un jour il y a quelqu'un qui a vérifié tout ça, s'il était vraiment au MIT, à Harvard, et il n'a jamais fait tout ça. Souvent, ils ne vérifient pas. C'est très facile de vérifier, hein. Avec Internet, ça prend 5 minutes. Et 5 minutes, c'est qu'on ne va pas vite. On peut vérifier les publications de quelqu'un dans un domaine. Il y a Google Scholar, c'est gratuit. Vous tapez quelques mots-clés et vous voyez tout de suite. Moi, ça m'arrive souvent de le faire. J'ai un article d'un gars qui dit qu'il a tout compris et à l'inverse de tout le monde d'un sujet que je ne connais pas. Vous voyez, 0 publication. Alors peut-être que oui, que c'est un super génie et qu'il ne publie rien. Mais c'est peu probable. Donc on peut vérifier facilement un certain nombre de choses. Les gens qui ont raison à l'inverse de tout le monde, il faut vraiment faire très très attention à ça. Hein, les génies isolés, ça existe, hein, ça s'appelle le syndrome de Galilée, lui il avait bon contre tout le monde, alors à l'époque le monde était un petit peu différent, il n'y avait pas vraiment une communauté scientifique, etc. Mais il faut vraiment faire attention à ça. Et puis, voilà, quelqu'un il va vous créer une espèce de science aussi, il va vous dire, je ne sais pas, moi, il y a le soleil, la lumière du soleil, c'est dû à des petits lutins qui pédalent dedans, et je crée la lutinologie, je suis lutinologue. Et n'importe qui lui explique que c'est pareil, il dit, mais toi, tu n'es pas lutinologue. Ça existe, hein, là je le caricature, mais ça existe pour ce truc que vous allez trouver dans toutes les pharmacies, hein, qui ne vaut rien, mais vous avez des experts du truc puisqu'il y a le nom derrière. Alors j'ai parlé de la science, hein. Alors pourquoi faire confiance à la science? Alors qu'est-ce qu'on appelle la science déjà? Alors souvent la science c'est un peu l'ensemble du savoir scientifique, c'est parfois la définition qu'on donne. Okay, ce qu'on sait, ce que les scientifiques savent et ont écrit dans leurs livres, leurs publications, ce qui est consigné, ce qui est l'état du consensus scientifique sur plein de domaines. Ça c'est une définition de la science. Une autre c'est la méthode qui sert à obtenir ces connaissances. Et moi, c'est plutôt la définition que je vais utiliser ici, c'est-à-dire si je vous dis c'est scientifique, ça veut dire c'est passé à travers telle méthode. Dans les publications scientifiques, pour des trucs relativement anciens, parfois il y a des choses qu'on admet pour vraies, mais qu'on n'a pas toujours pris la peine de tester parce qu'il n'y avait pas de méthode pour faire ça. Puis quand on essaye de le faire une fois que les méthodes ont été développées, des fois on se rend compte que ce n'est pas vrai. Donc pour moi, ce qui est important, c'est passer à travers des procédés qui assurent qu'on limite au maximum les biais. Après, ça, c'est les 2 grandes définitions que vous allez voir. C'est en gros Étienne Klein, que vous connaissez sans doute. La première définition, c'est ce qu'il appelle la science, et la deuxième, c'est ce qu'il appelle plutôt la recherche, la science en train de se faire. Après, il suffit de se mettre d'accord sur les définitions, hein. Parfois, la science, c'est la communauté scientifique, les scientifiques, c'est la science. Voilà, il faut lui donner un contour, c'est pas évident. Parfois, c'est les applications de la science, la technologie, la bombe atomique, c'est la science. C'est pas les scientifiques qui ont décidé qu'il fallait la balancer sur un paquet de gens, mais bon. Les canaux de diffusion, les revues scientifiques, tout ça, pour certains, c'est ça la science. Bon, les 3 définitions ici sont plus rares, mais c'est les 5. Moi, je vais vraiment prendre la deuxième, c'est-à-dire la science en tant que méthode, plutôt que la science en tant que connaissance produite par ces méthodes. Mais bien sûr, ça se complète. Je vais peut-être passer cette diapo, histoire de gagner un tout petit peu de temps. Alors la science, il faut comprendre que c'est un savoir qui est temporaire et qui peut être mis en question. C'est-à-dire c'est la meilleure hypothèse qu'on a actuellement. C'est complètement différent de plein de croyances de toutes sortes, de souvent ce que disent les pseudo-scientifiques où ça ne change pas. La science ne se base pas, les biologistes de l'évolution, ils ne lisent pas tous les jours le livre de Darwin en essayant de trouver la vérité dedans, c'est pas vrai.
C'est ceux qui sont contre, qui imaginent que ça se passe comme ça parce qu'eux-mêmes fonctionnent de cette façon. Et en fait, on est vraiment ici dans un contexte d'épistémologie, c'est-à-dire qu'on a des théories, des façons de découvrir les choses. On est capable de savoir comment on sait ce que c'est, pourquoi on peut dire que ça c'est valide ou pas, quel processus on a mis en œuvre. Et l'épistémologie, c'est quelque chose de relativement récent. Et c'est un peu en fait ce dont je parle aujourd'hui. Une hypothèse scientifique, pour pouvoir être étudiée, elle doit être falsifiable, c'est-à-dire qu'on doit être capable de prouver que c'est faux. Si mon hypothèse c'est il y a une licorne invisible, immatérielle qui est en train de me regarder dans le coin de cette pièce, je ne peux pas le tester. Donc ça n'intéresse pas le scientifique. Par contre, la personne qui m'affirme que c'est vrai, j'aimerais savoir sur quoi il se base. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de dire n'importe quoi parce que ce n'est pas testable. Si ce n'est pas testable, je dirais que ce n'est pas intéressant. Donc il faut pouvoir, et ça c'est Karl Popper qui l'a bien établi au XXe siècle, une hypothèse scientifique doit être potentiellement falsifiable. C'est-à-dire, je veux montrer que la Terre est ronde, et ben je dois pouvoir rejeter cette hypothèse et mettre en place un protocole qui ne fonctionne que si la Terre est plate, par exemple. Si ça ne marche pas, et ben ça ne remet pas en cause le fait qu'elle soit ronde. Donc il faut qu'on puisse dire que c'est faux. Et il faut s'appuyer sur le réel et, si possible, pouvoir tester ça d'une façon empirique. Ce n'est pas toujours possible. Donc le but de tout ce qu'on fait en science, c'est de contrôler tous les biais dont j'ai parlé, puisque tout le monde y est sujet, scientifique comme les autres, donc avec une bonne façon d'échantillonner, avec un effectif suffisant. Les processus en double aveugle pour par exemple tester l'effet d'un médicament, on fait en sorte que ni le patient, ni celui qui lui donne le traitement ne sache ce qu'il lui donne, si c'est le traitement ou le placebo qui ne fait pas d'effet. Pour éviter les biais, pour éviter qu'on se pose la question de savoir si c'est parce qu'il savait qu'il a repéré un effet, donc pour éliminer tous ces effets contextuels. Donc on utilise des placebos pour ça. La science, et ça c'est un truc très important, tous les travaux des scientifiques qui sont publiés sont évalués par des pairs, c'est-à-dire par d'autres scientifiques qui le font le plus souvent anonymement. On essaie de se garantir de conflits d'intérêts, etc. De toute façon, il y a toujours un certain nombre de pairs, et on fait ça en permanence. En permanence, on regarde les travaux de nos collègues. Souvent, on se connaît parce que dans les communautés, c'est rare de ne pas se connaître au moins de nom. Et ça ne nous empêche pas de... Enfin, comme le disent certains collègues, les scientifiques, ils n'aiment rien tant que montrer que leurs collègues ont tort. Donc on n'est pas du tout dans un système où on se tient les coudes, etc. Donc cette évaluation par les pairs, elle est très importante et la plupart du temps, ce n'est pas à l'œuvre dans des livres. C'est-à-dire des livres écrits par des scientifiques ne sont pas relus par des gens qui disent « ça tu peux pas mettre ça c'est pas clair, ça tu l'enlèves, ça c'est pas justifié ». Par contre, un livre, bien sûr, peut faire état du consensus scientifique. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas faire confiance aux livres, ça dépend de leurs sources. Et donc on a des revues scientifiques. Alors c'est vrai qu'on est à une époque où il y a des revues scientifiques qui sortent tous les jours, les fameuses revues prédatrices qui servent surtout à faire de l'argent, parce que nous les scientifiques on veut absolument publier. Maintenant il y a beaucoup d'articles scientifiques qui sont gratuits pour les gens qui veulent les lire. Il n'y a encore pas si longtemps il fallait s'abonner, ça veut dire que vous les contribuables vous mettez de l'argent mais vous n'avez pas accès à la science que vos impôts permettent d'obtenir. Parce que nous la plupart du temps on est fonctionnaires. Donc c'est pas très normal, donc on a un peu renversé le système. Maintenant les articles sont gratuits pour beaucoup, on peut les obtenir gratuitement, mais il faut quand même que quelqu'un paye le processus, il coûte cher. Il n'y a pas si longtemps, il fallait aussi imprimer les articles, enfin tout ça, ça coûte de l'argent. L'argent, c'est les scientifiques qui payent. Donc on écrit l'article et on paye pour qu'il soit publié. Alors on paye une fois qu'il est accepté. Et c'est vrai que ça conduit à certaines dérives. Donc il y a des tas de revues prédatrices qui sont apparues, il suffit de payer en fait. Le scientifique, il est content, il a son bel article qui ressemble à un vrai article, qui a été expertisé le plus souvent. Donc c'est dangereux. Mais nous, on sait faire la différence. Il y a des indicateurs de qualité, des revues, etc. Il faut savoir que, en fait, on peut philosophiquement, et avec le système qu'on met en place, on peut seulement prouver qu'on a tort, rejeter une hypothèse. C'est-à-dire, par exemple, je veux savoir si tel médicament il a un effet sur, je ne sais pas, mon rythme cardiaque. Et ben, j'essaie avec le médicament, puis avec de la mie de pain qui ressemble au médicament, je fais un placebo, etc. Mon hypothèse nulle, ce qu'on appelle donc l'hypothèse nulle, c'est il n'y a pas de différence. C'est-à-dire la différence que j'observe est due au hasard. Et ça, on sait le montrer. Et si je rejette ça, eh ben, a priori, c'est que mon machin, il a un effet. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, on essaie de rejeter une hypothèse, et tant que ce n'est pas le cas, ben, on considère que c'est conforme à la réalité jusqu'à preuve du contraire. C'est pour ça que c'est un processus qui n'est jamais fermé. C'est-à-dire que les scientifiques, ils sont obtus, ils sont fermés, ils n'ont pas l'esprit ouvert, c'est exactement l'inverse. En fait, on passe notre temps à avoir des vérités qui sont provisoires.
Et donc, quand tout le monde arrive à peu près à la même chose, là, on obtient ce fameux consensus qui peut aller jusqu'à donner une théorie, hein, la théorie de la gravitation, la théorie de l'évolution. Théorie, ce n'est pas le sens commun, c'est-à-dire au sens d'hypothèse. Là, une théorie, c'est quelque chose d'extrêmement bien supporté par des aspects pratiques, théoriques, des publications, et c'est quelque chose qui se tient d'un bout à l'autre. Donc c'est très très fort en sciences. Donc voilà, hein, ça consiste en fait à des observations, de la littérature scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait déjà, en bas à gauche. Ensuite, on en dérive une théorie. On peut faire des hypothèses avec ça qui permettent de faire des prédictions. Si tout ça est vrai, je devrais observer ça. Et puis on va vérifier si on l'obtient. Donc là, on va collecter les données, etc. Et puis ensuite, soit c'est bon, et puis on a montré quelque chose et on avance, soit c'est pas bon, on revient à la théorie, on la modifie, etc. Ça fonctionne vraiment de façon circulaire et collective de cette façon. Et puis, c'est très important, hein, le partage des résultats est fait et c'est communiqué à d'autres équipes. Alors c'est important parce que c'est vrai qu'il y a cette fameuse évaluation par les pairs. Après, on est tous d'accord que de temps en temps, dans la littérature et même dans les revues les plus prestigieuses, il y a des bêtises qui sortent. Je pense que tout le monde se souvient de la mémoire de l'eau, qui était dans Nature, hein, si je ne me trompe pas, ou dans Science, enfin un des deux, les revues les plus prestigieuses. Et il n'y a pas si longtemps, pendant le Covid, on a ce qu'on a appelé le Lancet Gate, hein, où il y avait un article dans le Lancet qui travaillait sur les dégâts potentiels causés par l'utilisation de la chloroquine en se basant sur des bases de données. Et ça s'est avéré être des bases de données qui n'étaient pas bonnes, en fait, qui mélangeaient les pays, etc. Ça montre une chose, ça ne montre pas que le processus ne marche pas. La dernière étape du processus, et une fois que c'est publié, il n'y a pas que les évaluateurs qui la lisent, il y a tout le monde. Tous les scientifiques experts vont lire, et ça, c'est la dernière étape. Donc pour moi, c'est plutôt rassurant. Ce n'est pas parce que les tenants de l'effet de la chloroquine ont dit « Ah, vous avez vu, on a vu qu'ils s'étaient trompés, c'est une espèce de grand complot des bien-pensants ». Non, c'est plein de scientifiques qui ont pu lire le truc, et c'est exactement la même chose pour la mémoire de l'eau, qu'on demandait des études approfondies, etc. Puis on s'est rendu compte que c'était faux. Donc ces pairs, ce n'est pas seulement ceux qui évaluent l'article au moment de sa soumission. Et donc ça, c'est très important. Et idéalement, en science, hein, il faudrait qu'on répète les résultats à chaque fois. Voilà, donc la publication, hein, ce qu'on fait, c'est une fois qu'on a écrit notre machin, on le soumet à une revue, et là ensuite c'est évalué par les évaluateurs qui en général nous demandent de remettre la main à la pâte. Je pense que ça ne m'est à peu près jamais arrivé qu'il ne faille pas refaire au moins un petit quelque chose. Et très souvent c'est d'abord rejeté. Et ensuite vous changez 3 lignes, puis c'est accepté, mais ça a tendance à être beaucoup plus sévère qu'autre chose. Et puis ensuite, voilà, on publie et ensuite c'est évalué par la communauté entière. Ça c'est très important à comprendre. Et idéalement, pour être sûr de quelque chose, il faut que ce soit répété par d'autres équipes, avec d'autres modèles, etc. Et là, on arrive à ces fameux consensus. La pseudoscience, elle fait semblant de faire ça, mais elle ne le fait pas du tout. Alors, elle a des noms ronflants, il y en a plein, mais il y en a bien plus que ça. Elle a le vocabulaire de la science, c'est des énergies quantiques, des machins. Tous les termes que je vais redonner juste après, que vous voyez souvent dans les espèces de baratins pseudo-scientifiques, ils peuvent être utilisés dans certains contextes par les scientifiques. Ce n'est pas nécessairement eux qui les inventent. Mais il n'y a pas de démarche scientifique, il y a très souvent un gourou, un machin qui ne change pas, un bouquin qui est toujours le même sur lequel on se base de au hasard 1795, pour une pseudo-science très connue. Et puis ça évolue pas, c'est toujours la même chose. C'est exactement le contraire de tout ce que je viens de raconter. Alors normalement, ce n'est pas enseigné dans les cursus académiques, mais la réalité m'oblige à vous dire que de temps en temps, c'est encore utilisé. Il y a des choses aberrantes qui sont de temps en temps dans les facs de médecine, encore enseignées, alors qu'ils sont dénoncés parfois par les étudiants eux-mêmes, mais enfin, petit à petit, ça disparaît. Normalement, ce n'est pas enseigné dans les cursus académiques. Voilà, bon, ça résume un peu ce que je viens de raconter. Alors avec tout ça, comment est-ce qu'on fait pour essayer de ne pas se tromper? Alors déjà, oui, il faut garder son esprit critique en alerte, c'est-à-dire est-ce qu'on est en train d'essayer de me baratiner? Moi, j'ai vachement envie de croire que tel truc c'est vrai, que prendre du cartilage de requin, ça va me solidifier les os, hein, pour parler de choses qui me sont vraiment arrivées. Alors vous avez souvent dans le baratin pseudo-scientifique les termes qui reviennent, qui sont liés à certains des biais dont j'ai parlé, c'est ancestral.
c'est holistique, parce que les scientifiques sont couillons, hein, les médecins, la médecine officielle, elle regarde juste le symptôme, mais le gars qui sait, lui, il regarde dans sa globalité. Mais tout le monde regarde dans sa globalité. C'est millénaire, c'est chinois, ça parle d'énergie sans jamais définir quelle énergie, enfin, etc. Vous avez, c'est vibratoire, c'est quantique, c'est très quantique en ce moment. Voilà, tous ces termes peuvent être utilisés parfois dans des sens qui sont tout à fait légitimes. Mais tous les machins qui vous enlèvent les toxines, je veux qu'on me donne le nom d'une seule de ces toxines. Ça vous enlève les toxines qui vous encrassent. Alors on a un rein qui est fait pour ça, hein. On n'a pas besoin des tisanes qui... Voilà, ça c'est très bien pour autre chose, mais pas pour ça. Un exemple très récent, qui a été mis au devant de la scène par un youtubeur qui fait des trucs super, qui s'appelle G. Milgram, Milgram du nom du psychologue assez célèbre des années 50, donc c'est un pseudonyme, qui s'amuse en fait à faire des enquêtes pour essayer de mettre à jour certaines pratiques qui seraient peu recommandables. Et en fait, il avait été contacté, donc je pense que c'était au début de l'année dernière, par des employés de Guerlain qui lui disaient « Oulala, chez nous, ils ont l'air de faire n'importe quoi, ils vendent une crème quantique qui va vous rajeunir les cellules, c'est 650 € le pot. Hein. Et ça se vend, là, maintenant. Donc ça, moi, j'ai fait la photo, moi-même, celle-là, à l'aéroport en Italie, à Rome, l'année dernière, parce qu'en fait, suite à l'enquête que vous pouvez trouver très facilement sur YouTube de G. Milgram, donc qui montrait cette crème à la Gold Quantum Technology, la crème quantique, qui se basait sur une publication. Donc lui, il est allé jusqu'à interroger les scientifiques de l'université d'origine, qu'on dit mais on n'a jamais raconté ça. Enfin, et puis ça a été... Puis il est allé interroger plein de spécialistes du sujet, scientifiques, qui ont expliqué que c'était du baratin. Donc Guerlain a complètement changé sa communication en France, c'est plus quantique. Et en quelques jours, là c'était rigolo, il y avait une vidéo qui était pleine de commentaires ésotériques, puis tout d'un coup il n'y avait plus que la vidéo avec de la musique. Mais c'est pas pareil dans tous les pays. Voilà, donc ça veut dire, et Guerlain c'est une énorme marque, hein. On n'est pas en train de parler d'un petit gars qui s'est mis une jolie plaque en or et puis qui raconte n'importe quoi, ou du rebouteux du village, enfin c'est possible. Il n'y a pas que ça. Il faut aussi identifier les démarches d'engagement des gens qui ne veulent jamais sortir de tel type de traitement. C'est-à-dire vous ne pouvez pas les convaincre. Moi, si vous me dites demain que tel antibiotique il n'est pas bien, il faut en prendre un autre, j'ai aucun problème. Moi, hein. Moi, je fais confiance à ce qu'on me dit. Là, on nous a dit les sirops pour la toux, finalement, c'est dangereux, il faut arrêter. Ben, j'arrête. Mais la démarche d'engagement, c'est que ça dépasse le cadre de ce que le praticien vous dit. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens veulent absolument avoir tel type de truc parce que ça marche, parce que je ne vais pas me laisser faire par Big Pharma, parce que c'est naturel, parce que ça, c'est suspect. Et ce n'est pas une question d'avis. Ce n'est pas parce que moi, mon avis, c'est que ça marche. Le coup près de oui, mais moi, j'y crois, bon, ok, mais ça, c'est rien. C'est au contraire, c'est un énorme biais ici. Il est important aussi de s'assurer du fait, c'est-à-dire de vérifier que ce que vous dites est vrai, avant de chercher à en comprendre les causes. D'accord ? Donc ça fait référence à cette fameuse histoire de la dent d'or de Fontenelle, je crois que ça date du XVe siècle, où à un village de Silésie, donc une ancienne contrée d'Europe centrale, il y a un enfant qui avait une dent en or. Une dent en or lui était poussée par l'opération du Saint-Esprit, c'est à peu près ça. Hein. Et donc il y a des gens qui ont philosophé là-dessus, les grands savants de l'époque qui ont écrit des livres, tout ça est exact, hein, et donc raconté par Fontenelle. Et puis un jour, quelqu'un s'est dit, bon, on va quand même aller la voir cette dent. Donc un orfèvre a regardé et c'était un mauvais montage, là, une dent recouverte d'une feuille d'or, enfin, etc. Sauf que, comme l'a dit Fontenelle, avant de regarder le truc, on a écrit les livres, on a glosé, etc. pendant des années, et puis un jour, on s'est posé la question si la dent était vraiment en or. Et on fait souvent ça. C'est exactement celui qui vous dit « je suis grand professeur machin », on l'écoute pendant des années, puis un jour, quelqu'un lui dit « mais ce mec-là, il n'a jamais rien fait d'autre que des conférences et des livres de développement personnel ». Voilà, on en a quelques-uns. Et donc, une façon d'essayer de s'affranchir et de mettre son esprit critique en alerte, c'est d'utiliser des rasoirs. Alors, pourquoi des rasoirs? Parce que ça fait référence au premier de ces rasoirs, qui est le fameux rasoir d'Occam, donc de Guillaume d'Occam, donc philosophe, je crois que c'était, j'ai noté la date quelque part pour ne pas me tromper, mais oui, 15e siècle, donc qui disait, quand vous avez plusieurs explications à un phénomène, souvent la plus simple est la bonne. Un exemple, c'est je mets dans une boîte un chat et une souris, je ferme la boîte, puis je rouvre, il n'y a plus que le chat. Alors quelles sont les hypothèses? Le chat a mangé la souris.
La souris a mangé le chat et s'est transformée en chat. La souris a été téléportée. Voilà. Quand vous avez comme ça, elles peuvent toutes être possibles, hein, ces hypothèses, même si parfois ça demande d'avoir un esprit très ouvert. Le rasoir d'Occam, c'est prenez le plus simple. Donc c'est ce qu'on appelle souvent le principe de parcimonie, qui est utilisé tout le temps en science, sans même s'en rendre compte nécessairement. Quand vous avez par exemple deux espèces, on va prendre le chimpanzé et l'humain, chacun on a une main avec un pouce opposable. Bah, plutôt qu'imaginer que chacune de ces espèces a, pendant son évolution, développé une main, c'est beaucoup plus simple de se dire que leur ancêtre commun avait une main et on a hérité de la même configuration. Et ce principe est utilisé en permanence, c'est du rasoir d'Occam. Donc quand vous avez des hypothèses complètement tordues et des trucs simples, le fait d'aller sur la Lune en 1969, soit c'est vraiment arrivé, soit c'est un complot. Si vous réfléchissez aux implications que suppose un complot, vous vous rendrez compte que ce n'est pas simple du tout d'avoir un nombre de gens complètement incroyable dans une confidence pendant des décennies. En fait, si on réfléchit, c'est complètement aberrant et le rasoir d'Occam suffit à dire, c'est beaucoup plus simple de dire que c'est arrivé. C'est une des raisons. Alors ensuite, on est appelé rasoir un certain nombre de trucs à cause du rasoir d'Occam. Hein, on peut dire le principe de machin, mais comme le rasoir d'Occam, c'était raser les explications superflues, ensuite, par facilité, on va dire le rasoir de Henlon, par exemple. Le rasoir de Henlon, c'est ne pas imaginer de ne pas voir de la malveillance là où la bêtise suffit, ou l'incompétence suffit à expliquer quelque chose. On va dire il n'a pas forcément fait exprès, il est juste peut-être pas très futé ou il n'a pas fait attention. Ça, on le fait tout le temps. Imaginez que le collègue, il m'a pas dit bonjour parce qu'il m'en veut, il n'a peut-être pas vu, il est peut-être mal luné. Enfin, on voit, c'est du biais d'intentionnalité. Le rasoir de Christopher Hitchens, c'est ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Quelqu'un va vous expliquer un truc complètement abracadabrant sans preuve, eh ben, c'est pas la peine de vous embêter à essayer de vous-même faire le boulot, il n'a qu'à le faire. C'est un peu lié donc à ce principe de Carl Sagan, alors qui a été énoncé par d'autres personnes, hein, David Hume, enfin d'autres. Une affirmation extraordinaire requiert des preuves extraordinaires. Si je vous dis chez moi j'ai une grenouille, je peux avoir une grenouille chez moi. Okay, je peux vous montrer une photo de ma grenouille, voilà, parce que bon, tout le monde n'a pas une grenouille, mais bon. Si je vous dis chez moi j'ai une grenouille qui parle, il va sans doute vous falloir un peu plus que mon témoignage. Donc une affirmation extraordinaire requiert une preuve extraordinaire. Donc avec tout ça, hein, j'arrive à la fin. Alors qui croire? Donc comment évaluer les propositions? Alors normalement il faudrait revenir aux sources, vérifier les publications, déjà que c'est des revues sérieuses, les auteurs, les arguments, il faudrait même les lire. Hein. Ce qu'on reproche, nous les scientifiques, on est quand même très souvent évalués par des comités qui regardent combien on a de publications, les facteurs d'impact, les machins, la position dans les auteurs. Puis là on dit ouais non mais il faudrait les lire. Ben, bien sûr, ouais, c'est ça. Alors les évaluations ne vont pas durer 3 jours, hein, elles vont durer 3 mois. Mais en théorie, il faudrait faire tout ça. Après en pratique, on n'a pas le temps, donc il faut des raccourcis pour essayer en gros de ne pas se planter. Donc déjà s'assurer que c'est vrai ce qu'on raconte, c'est-à-dire on a vu un ovni au-dessus de la forêt machin et tout, vous avez peut-être trouvé aucune image de ça ou très rapidement ce truc a été expliqué. Prenons un exemple local, hein, vous connaissez sans doute l'eau magique dans la Sainte Tombe de Arles-sur-Tech, ok. Alors ce truc-là, l'explication est donnée dans 2 publications, une de 2001 et une de 1961. Où on a très bien montré que c'était de la percolation à travers le couvercle, c'est complètement corrélé aux pluies, etc. Mais dans nos journaux locaux, on a tellement envie d'avoir une légende, eh ben, on vous resserre la Sainte Tombe d'Arles-sur-Tech très régulièrement. C'est super bien expliqué par la science. Ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas expliqué par la science est inexplicable. Les gens, ils n'ont peut-être pas donné la peine de chercher. Mais il se trouve que là, il y a des gens qui se sont donné la peine de chercher. Et même le publier 2 fois. Donc s'assurer que c'est vrai avant de perdre son temps. Savoir aussi qui parle. Alors bien sûr, on peut être pas du tout académique, etc., avoir aucun pédigré, je sais pas quoi, et dire des choses très intéressantes et réelles, bien sûr. Maintenant, et on peut aussi être un grand savant, je pense qu'on a un pas loin là, mais qui est juste à la retraite, qui est un savant, un vrai, qui peut dire des bêtises. Ça ne dit pas tout, mais on peut en partie vérifier ça. Est-ce que la personne s'appuie sur un consensus scientifique ou c'est un génie solitaire qui a tout compris contre les autres? Alors tous les
tous les ans, les physiciens, on leur envoie, il y a toujours un mec qui a dans son garage remis en question tout ce que Einstein a trouvé, c'est juste qu'il ne sait pas faire les équations, mais faites-lui confiance, c'est bon. Et alors eux, ils sont très très sujets à ça. Voilà, et puis alors ils vont toujours vous dire, non mais il y a plein de gens, de plus en plus de gens pensent comme moi. Il ne vous donnera jamais un nom. Je lis ça, j'ai lu ça encore dans un journal en Bretagne cet été, là où le gars expliquait que l'iode, ses travaux sur l'iode montrent que si on bouffe des algues, ça soigne à peu près tout. De plus en plus de gens pensent comme moi, et si on vous dit que c'est pas vrai, il faut quand même prendre en compte mes travaux. Donc j'ai cherché un peu, le gars publie que des trucs ésotériques, etc. J'y connaissais absolument rien. Donc il faut vraiment se méfier de ces symptômes. Plein de gens pensent comme moi, mais on ne saura jamais qui. Comprendre aussi que ce qui est contesté, c'est ce qui nous embête. Hein, quand vous avez des contestations dans la presse, quand vous avez des sujets controversés, etc., quand des gens remettent en question certaines choses, par exemple le réchauffement climatique, c'est vrai que ce qu'on doit faire pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est très emmerdant. Donc c'est vachement plus simple de se dire que c'est pas vrai. On n'aime pas la dissonance cognitive. Le Covid, on n'en parle même pas. L'évolution biologique, ça va à l'encontre de pas mal de croyances, notamment religieuses. Donc ça fait... donc là, vous allez trouver des tas de livres. Vous allez à la FNAC, hein, c'est pas loin d'ici, et vous allez trouver des tas de livres écrits par des charlatans qui vous expliquent qu'on nous a menti sur le Covid ou je sais pas quoi. Par contre, le boson de Higgs, qui était un truc qui est quand même pas évident, même à démontrer, complètement théorique, il n'y a pas de bouquin pour expliquer que c'est pas vrai, parce qu'on s'en fiche. Alors que c'est tout à fait des affirmations du même type scientifique. Les ondes gravitationnelles qu'Einstein avait prévues il y a plus de 100 ans ont été mises en évidence que très récemment, c'était un truc théorique, alors ça excite que les physiciens. Il n'y a pas de livre pour dire Einstein nous a menti, voilà. Mais là, oui. Donc il faut se demander si une controverse qu'on vous présente comme une controverse, elle est réelle ou pas. Parce que c'est pas parce que les gens ne sont pas d'accord que les spécialistes, tout peut être controversé. La question c'est est-ce que la controverse existe parmi les gens qui connaissent le sujet. Il y a des tas de sujets où il y a des vraies controverses, mais souvent il n'y en a pas. Identifier ce que Gerald Bronner, qui est un sociologue qui écrit de très bons livres sur les croyances, parle de millefeuille argumentatif, c'est-à-dire qu'on vous donne plein de petites affirmations, plein de petits arguments qui eux sont chacun très faibles, ça ne fait pas un argument fort. Il y a ce qu'on appelle la symétrie de Brandolini, c'est-à-dire qu'en gros il faut 10 fois plus de temps pour remettre en question, pour démontrer qu'une bêtise est fausse que pour la proférer. C'est facile de dire n'importe quoi, puis ensuite c'est à vous de faire le boulot, et c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de bêtises qui circulent sur Internet, par exemple, que d'explications rationnelles de ce qui s'est passé. Moi, j'aime pas parler de pensée scientifique, de preuves scientifiques, j'ai un peu dit tout à l'heure, parce que quand on dit c'est prouvé scientifiquement, ça sous-entend qu'on pourrait prouver autrement. Après tout, c'est pas prouvé scientifiquement, mais bon, on le sait. La science n'est pas capable de mesurer les ondes machin parce qu'ils n'ont pas encore les outils. Donc en fait, il n'y a pas d'ondes machin, hein. C'est ça que ça veut dire, parce que les meilleurs outils qui existent, en fait la science utilise les meilleurs outils et les meilleures méthodes. Ce n'est pas des trucs pour les scientifiques, puis il y a d'autres façons de le faire. Moi je préfère parler de pensée méthodique, car la science est une démarche qui utilise les bons outils et les bons protocoles pour montrer qu'un truc est vrai, et tout le monde peut le faire. C'est pour ça qu'il faut y faire attention. Voilà. Donc vous avez... Donc maintenant, quelques clés pour faire ça. Alors si vous voulez une très belle illustration de plein de ces phénomènes, et c'est assez génial, c'était en 2018, vous connaissez sans doute les crop circles, ce qu'on appelle en français, on devrait appeler ça des agroglyphes, ou des cercles agricoles, ou je ne sais plus quoi, enfin des agroglyphes, donc ces magnifiques figures que vous trouvez dans les champs, qui ne peuvent être vues que de haut, qui sont nécessairement faits par des extraterrestres, dans lequel vous avez une espèce d'énergie bizarre, et c'est pas normal que les épis soient couchés de telle façon, les humains pourraient jamais faire ça, puis ça s'est fait instantanément, enfin ça existe depuis les années 70. Enfin, ceux qui sont apparus dans la presse, après on va chercher Nazca, etc. Alors il y a une bande de youtubeurs qui font des trucs très bons, hein, et qui ont comme argument d'essayer justement de combattre les fausses croyances, etc. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés, tout cela, et puis ils en ont fait un. Alors ils ne savaient pas du tout comment faire, donc il faut vraiment aller voir ces vidéos. Donc chacun ensuite a vu ça à sa façon et a fait des vidéos. Donc ils en ont fait un. Sans savoir, avec donc voilà, ils ont fait cette figure, alors elle est basée que sur des cercles, hein,
Et puis ils l'ont fait, et ça leur a pris beaucoup moins de temps qu'ils l'imaginaient, parce qu'ils imaginaient les humains pendant des mois à faire ça, enfin c'est la preuve que c'est impossible. Donc ils l'ont fait beaucoup plus rapidement, en plus en se filmant, en perdant plein de temps, etc. Et puis ils ont attendu de voir ce qui se passait, avec les gens qui sont venus voir, la presse, les médias, et c'est assez génial à regarder, donc je ne vais pas vous le dire, mais ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça. Alors pour finir, si quelque chose vous plaît, si une hypothèse vous plaît, si vous avez envie de croire un truc parce que ça colle bien à votre façon de voir le monde, il faut vraiment que vous fassiez attention. Et moi le premier, hein, moi j'essaye de faire ça. Il faut essayer d'éliminer la pensée magique, hein, c'est-à-dire ce serait tellement bien si tel truc était vrai, donc on va dire que c'est vrai. Voilà, c'est du Donald Trump à peu près tous les jours, hein. Il suffit de penser à un truc très fort, puis ça devient vrai. Et puis si collectivement on pense tous que la même chose est vraie, ben, ça devient vrai. Donc on arrive très facilement ici à quelle est la vérité, à quelle vérité vous voulez voir vraie. Hein, avant la Coupe du Monde de 98, qui va gagner entre la France et le Brésil? Tous les Français vous disaient la France, mais ils ne répondaient pas à la question de qui va gagner, mais qui voulez-vous voir gagner? Et on fait souvent ça. Il faut vérifier tout ce qu'on peut vérifier, et c'est bien plus facile maintenant qu'avant. Ne pas hésiter à dire je ne sais pas, on n'aime pas du tout, on préfère remplir avec n'importe quoi. Pensez que le principal coupable c'est nous, hein, c'est le facteur humain, nos biais, et notre expérience personnelle, je le redis, malheureusement ça marche très très mal. Et la première personne de laquelle vous devez vous méfier, c'est vous-même. Voilà, donc comme le disait Daniel Boorstin, et pas Stephen Hawking, on aime bien dire que c'est Stephen Hawking qui a dit ça, mais c'est Daniel Boorstin, que le plus grand ennemi de la connaissance, c'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance, c'est croire qu'on sait. Donc il faut savoir dire je ne sais pas. Ma dernière diapo, ce sont quelques références, il y en a bien d'autres, hein. J'allais dire les grands anciens, Georges Charpak et Henri Brock, qui ont vraiment lancé ces méthodes et ce courant de pensée qu'on appelle maintenant la zététique, mais qui est bien plus ancien, qui vise à justement débunker, comme on le dit, les fausses sciences et les fausses affirmations. Gérald Bronner, j'en ai parlé, qui écrit de très nombreux livres. Alors un qui est très connu, c'est La démocratie des crédules. Mais il en écrit très régulièrement, et c'est quelqu'un qui est assez sollicité pour des études, des groupes de travail sur les croyances, mais qui est un très bon sociologue. Étienne Klein, j'en ai parlé aussi, qui vulgarise aussi beaucoup cet esprit scientifique. Un très bon petit livre de Florian Gouttière, qui est chroniqueur à la télé dans certains journaux, donc qui explique un petit peu avec bien plus de détails ce dont j'ai parlé brièvement aujourd'hui. Sébastien Dieguez, qui lui aussi est un sociologue qui travaille sur les croyances. Plus ancien, Normand Maillargeon, qui est québécois, ça date des années 90, ce petit cours d'autodéfense intellectuelle, comment pas vous faire avoir. Et un peu différent, mais un peu plus approfondi sur la psychologie des croyances, un très bon livre de Thierry Ripoll. Guillaume Lecointre, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est un de nos scientifiques en France qui porte l'esprit rationaliste dans les classes, etc. Alors lui, c'est un biologiste de l'évolution, donc c'est vraiment contre les créationnistes, etc. Bon, on se connaît pas mal, mais il est très bon ici. Et dans le même domaine, hein, donc la version, j'allais dire, internationale, où je dirais plutôt que Guillaume est un petit Richard Dawkins, qui est aussi très très bon toujours autour de la biologie de l'évolution, mais qui est régulièrement attaqué. Donc ça revient à expliquer pourquoi la science raconte moins de bêtises que d'autres façons d'interpréter le monde. Et puis un certain nombre de sites web, donc l'AFIS, l'Association française sur l'information scientifique, dont l'adresse doit être encore pseudoscience.org, donc ça dit tout. Il y a beaucoup d'articles qui sont... Alors il y a une revue qui se vend en kiosque, hein, mais les articles deviennent gratuits et libres quelques temps après sur leur site.
Thomas Durand, qui est le cofondateur de la chaîne La Tronchambier, qui est excellente et qui est très productive depuis maintenant plus de 10 ans, sur toutes les pseudosciences, pseudomédecine, croyances, etc. et qui écrit un certain nombre de livres. Donc il en a écrit pas mal, donc ça c'est un de ses livres, La science des balivernes. Et donc lui, il est le responsable de cette chaîne La Tronchambier. Il y a une autre chaîne qui est très bonne, mais qui sort beaucoup moins, à un rythme beaucoup moins élevé, qui est Hygiène mentale. G. Milgram, j'en ai parlé, donc lui c'est en plus très rigolo, et lui il sort très régulièrement des choses. Monsieur Sam, qui aussi en français fait des vidéos YouTube sur tout ça, et qui lui est pas du tout scientifique ni rien du tout, hein, et ça rend ces choses particulièrement claires. Je peux pas dire que les scientifiques sont pas clairs, mais je pense que ça aide. Et puis, je termine par un peu un équivalent en anglais qui est Rationality Rules, et qui lui aussi est très philosophie des sciences. Mais donc en gros, il y a énormément de ressources en fait hein, sur tout ce dont je viens de parler et résumer aujourd'hui, qui vous explique tout ça avec plus de détails. Voilà, et j'ai terminé. On m'avait dit 1h30, j'ai mis 1h26. Voilà, on va Alors, je vous remercie pour votre brillante conférence, extrêmement bien illustrée, très intéressante. Et on a découvert en vous non seulement un scientifique, mais aussi un philosophe. Et ça, c'était très intéressant. C'est une belle découverte pour nous. Merci. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, c'est ce qu'il faut en poser les questions. Est-ce que les questions sont enregistrées aussi? Non, mais si c'est le cas, il faut que je donne le micro, non? Non, ok. Ok. Non, je pense qu'on entend, mais souvent, dès que c'est enregistré, on parle sans micro, c'est plus sur la vidéo. Allez-y. Oui, bonjour. En Afrique, il y a une tribu qui s'appelle Maasai. Oui. Et eux peuvent faire la télépathie. Ouais. Ils peuvent le faire. Alors, ouais. Vous dites que non, que ça n'est pas... Ouais, je dis que non, je ne prends pas de risque à dire que non, mais c'est facile à prouver, hein. C'est très facile à prouver. Donc il suffit de faire la manip et on saura. En fait, ça a été fait avec des gens derrière un panneau. Hein. Il y a un truc très connu avec des cartes génères, où il y a des sigles dessus qui permettent d'avoir des interprétations très claires, des carrés, des ronds, des croix, et puis on note combien de fois il y a un qui regarde la carte, puis l'autre doit la deviner. Et ça a été fait plein de fois. Donc moi, j'attends juste une démonstration. Donc là, vous voyez, une affirmation extraordinaire me réclame une preuve à la hauteur de l'affirmation. Donc moi, je n'ai pas de problème si on me le démontre. Et là, alors c'est une diapo que j'avais passée, mais la construction du savoir scientifique se base sur le scepticisme initial, c'est-à-dire qu'au début, on dit, en gros, tant qu'on ne me prouve pas que c'est vrai, c'est faux. Voilà. Et ça, c'est la façon d'être sûr que quelque chose est vrai. Parce que si on veut simplement dire voilà la vérité, maintenant je vais trouver ce qui la soutient, on y arrive toujours. Donc moi, si on me le démontre, il n'y a pas de problème, et c'est des tests vraiment faciles à faire. Autant les trous noirs, c'est plus compliqué, mais... Oui. Au début de votre intervention, vous avez dit, me semble-t-il, que la science est aussi une croyance. En fait, tout est croyance. C'est qu'est-ce que les gens croient. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il y a des... On peut, en fait, c'est des questions de définition. C'est pour ça que je pense que c'est bien de poser les définitions, parce que beaucoup de termes, dont ceux-là, sont polysémiques, c'est-à-dire ont plusieurs sens. Donc il faut juste qu'on soit d'accord. Moi, j'ai utilisé ces sens-là, mais on peut très bien dire une croyance englobe plus que ça. Donc c'est différents types de croyances, celles qui sont justifiées, celles qui s'appuient sur un consensus scientifique, d'autres qui s'appuient sur ce que m'a dit ma voisine, enfin, etc. Donc c'est tout. Hein. La définition, elle est ce qu'on en fait, en fait. Hein. Non. Oui, je veux dire, bon, j'ai très bien, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais le problème qui va arriver maintenant, je pense que ça va être avec l'intelligence artificielle. Bon, on va avoir de plus en plus de mal à démêler le vrai du faux. Enfin, c'est une crainte. Mais c'est déjà, hein, moi j'ai demandé à ChatGPT qui me parle d'un truc que je connaissais bien, ce qu'il pouvait me dire sur moi-même, mais il m'a dit plein d'absurdités avec plein d'assurances. Donc ça m'inquiète quand je ne connais pas le sujet et que je veux l'apprendre. Et ça veut dire que, bon, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être... Oui, mais par contre, les publications scientifiques, la connaissance qu'on peut acquérir, ça demeure. Après, Internet, l'intelligence artificielle, alors moi je ne suis pas du tout spécialiste, mais pour moi c'est un peu
un peu une métaphore d'Internet qui grossit tous les jours, mais en fait qui recycle la même chose en permanence. Le nombre de connaissances en plus qu'il y en a bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec la croissance exponentielle du contenu. Et l'IA, en fait, l'IA au départ, c'est plein de petites personnes, des vrais humains qui, je sais pas, il faut reconnaître un chat, alors on leur montre des tas de photos de plein de trucs, puis à chaque fois qu'il y a une photo de chat, ils cliquent, et à un moment, le logiciel, il repère que toutes ces similitudes qu'il y a, et quand il y a une autre photo où il y a ces similitudes, c'est un chat. Et s'il se plante, on l'entraîne encore un peu plus. Enfin, ça ressasse sur ce qu'on sait déjà. Après, nous-mêmes, on fait un peu la même chose. Hein. Oui, c'est vrai, mais je voulais vous donner une petite anecdote. C'est une astrophysicienne qui a à peu près un mois de ça interroge l'intelligence artificielle pour lui dire, bon, c'est une question très très ciblée, très pointue sur les AGN, donc voilà, sur les galaxies anciennes, etc. Et elle lui dit, cite-moi les articles où je peux trouver vraiment la réponse à ma question. Et l'IA lui a sorti des faux articles qui a, vous voyez, donc... Oui, parce que comment l'IA... Elle est astrophysicienne. Donc elle sait faire le ménage. En l'occurrence, il s'agit de ma fille. Donc elle a su très bien voir que les noms qui étaient cités, etc. Mais elle m'a dit, j'ai voulu faire le test pour finalement quelqu'un qui n'est pas du domaine peut très bien se laisser... Ah non, mais bon, ça, en fait, non mais je suis complètement d'accord. C'est-à-dire comment... En fait, s'il y a un critère... S'il y a un critère objectif qui permet de distinguer la bonne publication de la mauvaise, et il y en a un, là, votre fille va savoir, moi je vais savoir parce que je sais que tel... Mais je le sais de quelque chose, on est des machines, hein, je veux dire, nous-mêmes, on a une raison. On n'a pas un pouvoir magique pour... Donc ça veut dire qu'une IA, à un moment, elle peut le faire. Là, on dit, mais là, c'est facile de voir les photos faites par IA parce qu'il y a 6 doigts dedans. Et ben, l'IA, à un moment, elle le fera bien. Hein. Les étudiants, alors nous, moi, je ne suis pas encore trop confronté à ça, avec les examens que je fais, mais maintenant, les étudiants, ils ont ChatGPT sur leur truc, là. Je pense, hier, j'ai vu j'assistais à un comité de test d'un étudiant, j'ai bien vu ChatGPT dans sa bande en dessous de son ordinateur, qui peut être très utile pour plein de choses, hein. Mais pour les devoirs qu'on leur demande de faire chez eux, c'est un vrai problème. Et les étudiants sont capables, ont très bien compris, les élèves, hein, de dire à ChatGPT, rajoute-moi 2-3 fautes d'orthographe, que ça ait l'air vrai. Il le fait. Donc en fait, les limitations, on dit qu'on est capable de les repérer parce qu'ils utilisent des termes un peu surannés, machin, mais ça ne va pas durer. Par définition, ça s'adapte en permanence. Donc ouais, c'est des défis, c'est un problème. Et les publications, donc là, le cas que vous citez, qu'il va sortir des publications qui ont l'air vraies, donc l'IA se fait avoir, c'est pour ça que c'est compliqué de dire allez voir les publications. Parce que, alors, bon, il y a des publications dans des revues reconnues, etc. Il y a des revues prédatrices, et moi-même, je ne suis pas toujours d'accord sur le fait de qualifier telle ou telle revue prédatrice. Ce n'est pas parce qu'ils ont des pratiques commerciales, etc., que ça veut dire que ce qui est publié est mauvais. Ce qui compte, c'est la qualité de l'évaluation et la qualité de l'article. Et donc, c'est pas facile, déjà, c'est pas facile pour nous, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, pour quelqu'un qui ne sait pas, un journaliste et tout, je comprends que ce soit compliqué. Puis, il y a les fameux préprints. C'est-à-dire, en gros, on écrit son truc et on le met sur Internet avant qu'il soit revu par qui que ce soit. On a eu plein de ça pendant le Covid. Donc, dire aux gens, allez voir les publications, surtout quand elles viennent de sortir, c'est pas facile. Avec le temps, à un moment, on fait le tri, quoi. Mais c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué. Alors, peut-être que ça va un peu se tasser avec d'autres modèles de publication. Et puis peut-être, justement, on peut avoir des IA qui font le tri, hein, ça c'est possible. Mais je suis complètement d'accord que ça devient compliqué comme seul critère. Quelqu'un peut avoir un CV ronflant. Si on n'est pas spécialiste, on est incapable de dire tout ça, ça vaut rien. Ouais. Question. Oui. Bon, alors on peut dire que, par exemple, les guérisseurs n'existent pas. Sauf que moi j'ai la preuve formelle que ça existe, avec un cas personnel. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on peut continuer à dire que les guérisseurs n'existent pas? Alors c'est vaste, hein. Les guérisseurs c'est vaste parce qu'il y a toutes sortes de personnes et tout, mais c'est vraiment ce que je vous disais, l'expérience personnelle est bourrée de biais. Parce que souvent les effets qu'on nous reporte sont des trucs qui sont extrêmement forts, c'est-à-dire j'avais super mal, j'ai plus mal, plein de gens l'ont fait. Alors que si vous faites un test avec un protocole scientifique, vous allez repérer sans problème des effets très forts, mais en plus vous allez repérer des effets subtils qu'on ne verrait pas, parce que si on met l'effectif suffisant, qu'on fait ça suffisamment, on pourrait le voir. Donc quand quelque chose est super fort,
Et des cas comme ça, plein de gens vont vous dire ça existe, on me l'a fait, moi ça m'a guéri tel truc. Il y a des tas de choses d'abord qui guérissent, qui peuvent guérir spontanément. Il faudrait voir le cas à chaque fois. Mais comment dire, vous avez beaucoup plus alors je ne vais pas dire de charlatans, parce que les gens peuvent être complètement convaincus qu'ils ont réellement une aptitude, mais voilà, ça demande à être démontré. Sauf que là, effectivement, ça a été démontré par des radios. Oui, oui, non, je parle Alors attention, même des fois quand on parle d'effets placebo ou d'effets contextuels et tout, les gens vont vous dire j'ai pris tel granule, tel machin, j'étais malade, je ne l'étais plus, ou alors je suis allé voir un barreur de feu, j'avais du zona, je ne l'ai plus. Les effets placebo, c'est pas, on croit qu'on est guéri, on ne l'est pas. Il y a vraiment l'effet du médecin. L'effet placebo a vraiment un effet positif sur des facteurs circulants, des hormones, des vrais symptômes réels. C'est-à-dire ça marche. Le fait que ça marche, c'est vrai. Par contre, le médicament lui-même, enfoncer l'aiguille, je sais pas quoi, c'est pas ça qui fait que ça a marché, c'est tout le reste. Et après, des fois, on peut dire peu importe du moment que ça fonctionne. La question, c'est si je vous vends à prix d'or un machin qui contient absolument rien, parce que ça fonctionne, en fait, certains médecins ont même dit à une époque, il faut mieux utiliser l'effet placebo, en fait. C'est-à-dire qu'il faut éviter aux gens, déjà en plus quand c'est nos impôts qui remboursent des trucs dont on sait absolument avec certitude, en tout cas le plus de certitude qu'on peut en avoir que ça fait rien, c'est quand même un petit peu scandaleux, alors qu'en fait on pourrait plutôt utiliser ça, plutôt que bourrer les gens de médicaments, parce que dans plein de cas le corps sait se guérir, après il ne sait pas tout faire, voilà, il n'élimine pas les cancers parce qu'on prend du jus cru ou je sais pas quoi. Mais on peut, ça peut marcher sans que ce soit réellement la thérapeutique qu'on applique qui a un effet. Mais ça se démontre, ces trucs-là. Dans un autre mal, alors je veux bien croire à l'effet placebo, où je me convainc moi-même que ça va marcher. Oui, non, mais il y a un vrai effet, je veux dire, c'est pas on croit qu'on est guéri puis on ne l'est pas. Il y a un vrai effet. Il y a un vrai effet, je veux dire. On ne sait pas tout. Par contre, des fois, comme on ne sait pas tout, on met ce qu'on veut dans ce qu'on ne sait pas. Et voilà. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Mais enfin, je veux dire, c'est très bête. Enfin, moi, je fais parfois du sport en compétition là, qui a tendance à me donner des crampes. Il suffit que je pense que j'ai la crampe quand je suis dans mon lit, j'ai la crampe directement. Et ça, c'est pas moi qui me fais semblant que j'ai une crampe. Je vous assure, c'est vachement mal. Et parce que je fais des micro-contractions, parce que je fais un truc. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des vrais effets qui arrivent sans rien faire de particulier. Et ça, c'est très bien démontré que il y a un vrai effet sur des facteurs qu'on peut doser dans le sang, etc. Il y a quand même une autre expérience. Non, allez-y. Une autre expérience personnelle. Et là, l'effet placebo ne peut pas marcher. C'est-à-dire que j'ai un esprit assez curieux et je suis allée voir une cartomancienne. En fait, je lui ai demandé des choses très générales. Et tout à coup, elle me dit, mais vous allez être veuve très rapidement. Je n'avais absolument aucune information. Mon mari n'était pas malade, rien du tout. Elle m'a annoncé ça 4 mois après, mon mari est décédé. Alors, oui. Alors, bon, je sais pas. Oui, mais on ne peut pas rentrer dans un cas personnel. Par contre, tout ce qui. Parce que c'est compliqué et puis c'est délicat. Mais la façon dont. La façon dont fonctionne la voyance, et c'est pareil, c'est assez bien caractérisé, c'est ce qu'on appelle du cold reading. Sans vous en rendre compte, ils vous font dire ce qu'ils vont vous répéter ensuite, mais d'une façon, c'est vrai que souvent, quand on est dans cette situation, on est quand même assez ouvert à ce que la personne en face va nous raconter, on n'y va pas avec un regard critique, et puis par hasard, on peut avoir bon. Je veux dire, elle a peut-être raconté à toutes les personnes qu'elle a vues cette journée-là qu'elles allaient être veuves. Alors, est-ce qu'elle vous a dit quand? Parce que la plupart, enfin c'est un petit peu dur, et je pense que c'est vrai pour ma conjointe, mais la plupart des femmes vont être veuves, parce que les statistiques fait que vous avez 9 chances sur 10 d'avoir bon. Non, c'est aller dans une maison de retraite, il y a surtout des femmes. Le mari, lui, il a eu son infirmière qui était madame, qui s'en occupait tranquillement à la maison, puis ensuite elle va en maison de retraite parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et comme plus souvent elles sont plus jeunes, et statistiquement, a peu de chances de se tromper à dire à quelqu'un qu'il va être veuve. Mais aussi, surtout si on ne lui dit pas quand. Voilà.
Mais, et puis on peut par hasard avoir bon. Hein. Il y a des voyants qui disent j'avais prévu telle guerre, tel machin, etc. Mais si on prend toutes les prédictions de toutes les voyants, s'ils se trompaient tous systématiquement, ce sera un effet extraordinaire. Mais voilà. Vous aviez une question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Allez-y. Oui, on peut tous avoir une expérience personnelle. Je ne pense pas que ce soit le but de votre remarquable, personnellement, démonstration. Je vous en remercie. J'ai une petite formation scientifique en agronomie. Je voudrais juste parler. Vous avez un terrain, vous voulez arroser votre jardin. J'ai fini paysagiste. J'ai fait appel aux sorciers. On ne sait pas où est l'eau. On ne tombe pas sur une canalisation. On a trouvé l'eau et la profondeur. Oui, oui, non, mais en fait... Non, allez-y, je croyais que vous aviez fini. Je ne peux pas dire ce que vous avez dit est faux. Hein. Je veux juste parler du don. Ouais, C'est encore quelque chose de très complexe. Jean-Jacques Charbonnier, qui est passé ici en 2017, en a aussi un petit peu parlé à travers plein d'autres choses. Et la théorie qui dit que si personne n'était là pour regarder la Lune, elle n'existerait pas, c'est aussi quelque chose de complexe. C'est autant de questions. On n'a pas de réponse. Oui, alors si, enfin on peut, avec les outils qu'on a, et c'est ce qui a été fait, essayer d'obtenir des réponses. Et jusqu'à preuve du contraire, on peut dire ce que ça nous donne. Parce que, bon, ça fait 2-3 fois que je présente une partie de ce que j'ai montré ici. Et là d'ailleurs, c'était moins fort qu'ailleurs, mais tout le monde me dit, les sourciers, ça marche. Tout le monde. Moi, je ne pas parler de sorciers. Non, les sourciers, avec un U. Parce que les sorciers, je sais pas ce que c'est... Les sourciers, tout le monde est persuadé que ça marche. Mon père, qui était ingénieur, palme académique, machin, était persuadé que c'était bon parce que Yves Rocard, donc le père de Michel Rocard et le père aussi de la bombe atomique, qui n'est pas Michel Rocard, lui, était persuadé que ça écrivait des livres, etc. Donc, argument d'autorité, que mon père, ça marchait super bien. Et puis donc, lui, il n'avait jamais eu affaire à ça, mais il y croyait parce que Yves Rocard disait que. Il y a eu quantité de tests qui ont été faits, mais quantité de tests, et qui sont faits de bonne foi, hein, parce que, comme on le dit, on ne sait pas tout. Donc peut-être, je ne sais pas, il y a des oiseaux qui sentent le champ magnétique avec leurs otolithes, etc., qui s'y retrouvent dans les migrations, ça c'est caractérisé. Sauf que là, les tests, la première chose qu'on fait, c'est de vérifier empiriquement s'il se passe un truc, avant d'essayer d'en trouver l'explication. On n'a jamais trouvé, ça n'a jamais marché dans aucune situation. Après, moi j'y connais rien, hein, j'ai rien à vendre. Hein. Si ça marche, c'est qu'il y a une explication et il faut la trouver. Mais là, pour le moment, l'état des connaissances, c'est ça. Oui. Simplement, j'ai fait un forage chez moi, et donc on a demandé au foreur s'il fallait demander un sourcier. Il dit pas de problème, tu lui dis qu'il nous donne l'endroit, la profondeur, et c'est lui qui paye les différences. Ouais. C'est-à-dire s'il annonce 20 mètres et que nous on va à 60 mètres, c'est lui qui paye les 40 mètres en plus. Et on n'a pas trouvé le sourcier. Parce qu'en fait, je pense aussi que là, on a affaire à un biais du survivant. C'est-à-dire que les gens qui vous en parlaient, c'est ceux chez qui ça a marché. Les gens sont embêtés de vous expliquer, j'ai fait appel à un sourcier, mais en fait, c'est du pipeau. Donc, vous allez nécessairement avoir un biais dans les témoignages. Et c'est vrai pour plein de choses. Surtout les choses qu'on sait un peu ésotériques. Parce qu'à la limite, il peut y avoir des contextes où c'est complètement normal de faire appel à un sourcier comme à un kiné, quoi. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc à ce moment-là, bah, ça marche pas. Mais quand on sait que c'est un truc qui n'est pas tout à fait accepté, on s'y engage. Donc déjà, on n'est peut-être pas le citoyen lambda, quoi. Et puis ensuite, on va peut-être pas avoir envie d'en parler si ça n'a pas marché. Mais oui. Toujours sur le même sujet, est-ce que l'état des connaissances scientifiques aujourd'hui permet d'affirmer que tout est faux dans le domaine des sourciers? Alors, c'est à l'envers. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien. Voilà, je veux dire, alors après on pourrait dire les tests n'ont pas été faits avec les conditions qu'il faut, mais en général ces tests ils sont montés avec les sourciers eux-mêmes, ils en ont testé des dizaines simultanément et tout le monde se met d'accord, le principe c'est que tout le monde se met d'accord sur un protocole, c'est-à-dire qu'on ne vienne pas dire à la fin oui mais vous n'avez pas fait comme il fallait donc dites-nous comment il faut faire. Et ensuite il faut qu'on accepte les résultats, donc ça c'est l'expérience de Munich, hein, je crois que c'est, je sais plus si c'est 96 ou un truc comme ça, et tout le monde se met d'accord au départ.
Même, il y a même une sélection des sourciers qui sont censés être les meilleurs, etc. Ils en prennent plein. Et vous savez, Henri Brock et Charpak, là, le premier, donc Charpak lui est décédé, mais pas Henri Brock, ils avaient mis au point, ils avaient fait l'équivalent d'un défi qui existait aux États-Unis. C'était James Randi qui, lui, est décédé récemment, qui était un illusionniste, mais justement spécialiste de ce qu'on peut vous faire croire quand c'est pas vrai, qui avait été impliqué dans l'affaire de la mémoire de l'eau, quand il avait fallu expérimentalement montrer qu'en fait les expériences étaient truquées. Et il avait mis un défi où il dit que si on démontre un pouvoir paranormal, enfin un truc qui sort de ce qu'on sait, $1 million. Et Charpak et Brock ont fait la même chose avec $1 million à l'époque. Et donc la première étape, c'était déjà montrer le pouvoir, puis ensuite on essaiera de tester. Mais il faut déjà montrer que ça marche. Et les gens venaient avec... donc ça jamais, dans un pays comme l'autre, jamais le prix n'est tombé. Et c'était, j'allais dire, les gens qui étaient, qui mettaient au point, qui avaient mis en place ce défi, ils meurent d'envie en fait de découvrir un truc paranormal. Je pense que ce qui leur ferait vraiment plaisir, c'est que le prix soit donné à quelqu'un. On n'est pas là simplement pour se moquer de gens qui arrivent en plus avec une vraie, en toute bonne foi, penser qu'ils ont vraiment un pouvoir. Il y avait un mec qui avait le pouvoir de fermer les portes par la pensée. Vraiment. Et en fait, ils se sont rendus compte en faisant des expériences que ça marchait dans des pièces vraiment petites. Et en fait, le mec, il était extrêmement costaud. Et en fait, quand il se contractait, quand il pensait, ça faisait légèrement varier le volume de l'air et ça faisait bouger la porte. Donc il y avait un phénomène physique derrière. Et le gars pensait vraiment qu'il avait un pouvoir. Voilà. Donc ces prix n'ont jamais été gagnés. Ça a duré des années, des années, des années. Évidemment, après, on peut reconstruire l'histoire en disant ils ne voulaient rien savoir, ils étaient obtus, etc. Ce qui serait quand même singulièrement tordu, parce que ça prend du temps et de l'énergie. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut se garder de se dire, comme on ne sait pas tout, on peut y mettre ce qu'on a envie d'y mettre. Parce que, et moi, j'ai un certain nombre de collègues scientifiques qui racontent des trucs complètement aberrants. Ce que je vous raconte là, qui devrait être la base connue par n'importe quel scientifique, au moins comment on est capable de dire qu'un truc est vrai, qu'un truc est faux. Ça ne s'apprend pas. Il faut choisir le truc de philosophie des sciences ou s'y intéresser. Mais ça ne s'apprend pas et j'entends des choses aberrantes. Donc, en toute bonne foi, on peut se tromper maintenant et il faut poser la question dans le bon sens. Tant qu'on ne montre pas qu'un truc est vrai, surtout quand il est vraisemblable, enfin quand il viole les connaissances connues, c'est probablement que c'est faux. Voilà, il faut montrer. L'expérience des barreurs de feu, moi j'ai eu recours à plusieurs reprises, et même certains services hospitaliers. Ouais. Voilà. Alors c'est des phénomènes aussi assez connus parce que en fait les brûlures là, et en particulier quand elles sont graves, elles s'atténuent un petit peu d'un coup sec à un moment parce que les terminaisons nerveuses sont brûlées en fait. Il vaut mieux une brûlure au 3e degré qui va faire beaucoup de dégâts, mais au niveau de la douleur, c'est moins qu'au second degré par exemple. Et donc, il y a un moment, ça s'arrête, barreur de feu ou pas. Et en plus, comme la douleur, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup lié à notre ressenti, etc., comme par hasard, il y a plein de croyances et de pseudosciences sur la douleur. Sur faire repousser les membres, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il y a des trucs, c'est blanc ou noir. Là, ce n'est pas un faux dilemme. Et ça, bizarrement, ça ne marche pas. Voilà, ce que je comprends aujourd'hui, c'est en l'état de vos connaissances, c'est non, on ne peut pas l'expliquer. Là, c'est pas on ne peut pas l'expliquer, c'est quand on le teste, il n'y a rien. En théorie, on sait qu'il n'y a rien, mais les scientifiques fonctionnent vraiment de façon empirique. J'en ai pas parlé, mais je l'ai sous-entendu 1000 fois avec l'homéopathie. L'homéopathie, au niveau de ses principes, c'est absurde. Ça viole les connaissances de la physique, de la chimie, que ce soit la substance qu'on met dans les granules, que ce soit la concentration qu'on met. Les deux trucs n'ont aucune raison que ça marche. Je ne parle même pas d'oscillococcinone qui est en lui-même un truc complètement barré, mais même les autres, je ne sais pas, des abeilles écrasées ou je ne sais pas quoi pour lutter contre les piqûres, enfin même ça à n'importe quelle dose, on ne voit pas pourquoi ça marcherait, mais en plus quand on met rien ou quasiment rien. Mais les premières choses que vont faire les scientifiques ici, c'est de tester le truc, c'est de vérifier si ça marche ou pas, plutôt que de dire non mais en théorie ça ne marche pas, donc on n'essaye même pas. Il y a des millions de dollars qui ont été dépensés avec plein de manips pour ça. La mémoire de l'eau en est une, mais il y en a eu d'autres. Donc en fait, les scientifiques, ils ont vachement terre à terre. D'abord, on vérifie. Et puis après, alors bien sûr, on se méfie. Si on doit faire un choix, on ne va pas prendre le truc aberrant si on doit placer son argent.
Mais d'abord, on vérifie, puis ensuite, si ça fonctionne, on essaye d'expliquer. Le défi, là, il marchait comme ça. Montrez-nous déjà votre don. Puis ça s'est à peu près toujours arrêté à cette étape-là. Ça ne marchait pas, le don. Et puis ensuite, parce que pour vérifier le don, il faut essayer. Par exemple, si on devait faire un truc avec des sourciers, on ferait une manip avec un endroit où on sait où est l'eau. Donc on peut valider oui ou pas, et puis on va faire fonctionner 20 sourciers en même temps, parce qu'un par hasard, il peut l'avoir. Si on a 18 qui l'ont sur 20, c'est qu'ils ont vraiment un pouvoir. On peut le calculer très facilement. Hein. Si on a 7 ou 8, c'est le hasard. Voilà. Donc on sait faire ça. Et puis ensuite, on va chercher à comprendre pourquoi. C'est dans ce sens-là qu'on le fait. C'est pour ça que les scientifiques, contrairement à ce qu'on imagine, souvent c'est eux qui sont ouverts d'esprit. Hein. Donc moi, on me le fait, il faut rester ouvert d'esprit. Alors comme on dit, c'est bien d'avoir l'esprit ouvert, mais pas jusqu'à ce que son cerveau tombe par terre. C'est la part de la science-fiction dedans. C'est-à-dire C'est-à-dire que on s'évade de quelque chose. Je vais répondre à cette question. Oui. Voilà, qui paraît extraordinaire, qui ouais, mais la réalité actuelle. Et c'est captivant. Les auteurs ont de l'imagination et parfois qui capitalisent sur des choses qu'on sait déjà. Mais nous, lecteurs... Ouais. À faire la part entre les deux. Parce que d'ailleurs, souvent, dans les gens qui s'intéressent beaucoup aux pseudosciences, et pour les dénoncer, il y a des auteurs de science-fiction. Enfin, Isaac Asimov était très connu pour ça. Bon, après, il y a aussi L. Ron Hubbard qui a fait une secte, la scientologie. Vous avez des mots pseudosciences qui interdit d'avancer. Ah non, pas du tout. Attention, l'accusation, ce que je suis en train de dire. Vous avez parlé de la douleur, parce que cette dame a voulu en parler. Vous ne parlez pas de l'effacement et de la disparition de la boulure. Oui, non, mais moi, c'est pas mon domaine. Hein. Moi, je suis prêt à admettre chaque... On ne peut pas tout expliquer en sens. Non, c'est d'ailleurs, sinon, on ne servira à rien, donc on est bien content. Enfin, on ne peut pas tout expliquer, j'en sais rien, mais on n'explique pas tout pour le moment. Moi, en tout cas, j'ai été enchanté de vous rencontrer, et vous êtes trop modeste. Mais on ne peut pas tout expliquer en science. Enfin, en science, c'est pas en science, hein. C'est expliquer tout court. Disons que la science, c'est la meilleure façon d'expliquer qu'on a actuellement. Parce que le problème est de dire, et il y a des choses, d'ailleurs la science reste relativement modeste en disant, moi je travaille sur ce qui est matériel, c'est-à-dire que quand il y a certaines affirmations qui sont intestables, alors je pense que d'une façon parfois un peu dogmatique, on va dire, bon ça c'est pas du domaine de la science, c'est d'un autre domaine. Moi je pense que ce qui est invérifiable, intestable, ne devrait pas du tout être considéré de la même façon que ce qui l'est, parce que là c'est la porte ouverte à tout. Et ça a des conséquences qui ne sont pas anodines parce que c'est lié à des décisions collectives qu'on va prendre, etc. C'est quand même un petit peu embêtant. Mais il y a des choses que la science ne sait pas et saura sans doute pas expliquer simplement parce qu'on n'a pas les outils. Moi, c'est l'inverse. Je suis très impressionné de ce qu'on arrive à expliquer. C'est pour ça que l'expérience est intéressante. J'ai un fils qui est tombé dans les feux. J'étais pas là, moi. Et dans le village, il y a une dame qui barre le feu. Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces. Oui, non, mais... Il m'a donné son nom parce qu'il a fait Top Chef et il a un restaurant à Paris. Merci. Voilà. Je crois qu'on va achever la conférence brillante. La seule chose, c'est que je voudrais vous dire que vous avez quand même Godéric là qui enregistre les conférences. Comme ça, là, elle vaut le coup d'être réécoutée. Et vous pouvez lui demander, bien, Godéric, je veux bien. on peut réécouter la conférence. Ouais, moi je ne sais pas non plus. Bonsoir à tous. Alors, toutes les conférences de la SASL, vous trouvez sur la chaîne YouTube. Avec le micro là quand même. Alors, vous marquez SASL DPO et vous trouvez toutes les vidéos. Et premier résultat, vous aurez la chaîne. C'est sur YouTube. Voilà. C'est sur YouTube. Okay. Ou sinon, si vous êtes abonné sur Facebook, sur la page de la SASL, généralement, on envoie le lien sur Facebook aussi. Voilà, non plus. Jusqu'à mais c'est sur YouTube qu'on peut écrire SASL DPO et il y a toutes les conférences. Exposition. D'accord. Jusqu'à quand? Je sais pas. Alors, mais c'est intéressant. Merci. Merci.